Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, nous avons un invité de marque, de prestige. Et pour ça, bonsoir Virginie, notre voix off. Ah, petit problème. Ah, bonsoir. Oui, merci là. Ça veut bien, j'avais perdu notre voix off si sublime. Salut Willy, notre informaticien. Hello tout le monde. Voilà. Ensuite, donc ce soir, notre invité, c'est simple. Donc, 12 fois les 24 heures du Mans, 4 podiums, 2 fois 2, 2 fois 3. Un bon passage en Formule 1, on va dire pilote essayeur, on va dire pilote titulaire, Renault, Minardi, Jordan, Force India, Toyota, Super Aguri. Ensuite, un petit exil aux États-Unis sur deux Grands Prix. Et ensuite, la Formule électrique. Et ensuite, il est très célèbre pour son tour sur la petite chaîne cryptée. Fabrice, est-ce que tu pourrais trouver l'adjectif qui va bien à notre invité de ce soir? Tout à fait. Salut Alban. Alors écoute, moi l'objectif, je vais d'abord me baser sur le potentiel de Franck, parce qu'on se connaît depuis de nombreuses années. On a bataillé ensemble en karting et dans notre début à la filière Elf en Formule Campus. Mais je dirais c'est le Joker. Mais le Joker, dans le bon sens du terme, c'est que Franck Montagny, c'est clairement un Joker atomique. Pourquoi? Parce que c'est un potentiel de dingue. Malheureusement, l'accession à la Formule 1 n'est pas toujours liée au potentiel du pilote et c'est quelque chose de très politique. Mais preuve en est que lorsqu'on lui a donné la voiture pour gagner avec la bonne équipe, les bons équipiers dans l'endurance, c'est allé au bout et c'est presque allé au bout, je dirais, pour les 24 heures. Malheureusement, il est passé à côté de la timbale quelques fois. Je pense que il va nous faire partager son expérience des 24 heures, son expérience aussi de la Formule 1, parce que clairement, il a roulé sur du thermique, sur de la diesel, sur de l'électrique. Et aujourd'hui, il fait partie clairement de l'équipage Top Gun sur Canal+, qui nous présente la Formule 1 tous les week-ends et surtout qui nous apporte un regard de passionné avec son niveau d'expertise. Donc moi, je souhaite vraiment la bienvenue à toi, Franck Montagny. Bienvenue avec nous ce soir. Merci, merci, ça fait vraiment plaisir. En fait, le Joker, ça me touche énormément. Je sais que c'était le logo qui était sur mon casque, donc franchement, un grand merci. Méchante intronisation, je suis super heureux. On fait ce que vous voulez, les gars. Bon, Franck, on va te poser une petite question tradie. Hein. Je pense que tu as dû la rencontrer plusieurs fois. Mais avant, j'ai des petites stats. Monsieur Montagny, vous avez fait 206 départs en compétition, 49 victoires, 88 podiums. Ah, c'est pas terrible, en fait. Ça fait un beau ratio quand même. Ouais, mais je suis pas 50%, tu vois, c'est pas terrible. Ah, quand même. On a un peu mieux, tu vois. Ouais. Non, je plaisante. Je trouve ça déjà pas mal du tout. Bon, c'est bien, au moins tu es modeste. Non, je trouve ça vachement mortel, en fait. Je suis presque à 50% de podium sur 200 départs, 86 podiums. Ouais, 200 départs, 88 podiums et 49 victoires. Ah, bah dis donc, c'est que j'ai dû cartonner dans certaines catégories, parce qu'il y en a d'autres, je me rappelle, c'était pas le cas. Hein. On y reviendra plus tard. Bon, Franck, question bidon. Comment t'es venu cette passion pour le sport auto? Ah, la famille, toujours la famille, les parents. Tu sais, mon père, passionné de sport auto, il avait des voitures de course dans le garage, il vendait des voitures. Et puis le week-end, il allait faire des courses de voitures, et moi je montais sur ses genoux quoi, pour aller faire du rallye. Donc forcément, bah, plutôt que d'aller voir des matchs de foot, on s'est retrouvé à aller voir des courses des rallyes, quoi, tout simplement, des bagnoles. Puis on suivait en faisant l'assistance, des trucs comme ça. Et moi, je jouais sur la remorque avec les clébards. Et puis voilà, c'était ça. Et puis quand j'ai eu 8-9 ans, il m'a fait un deal. Si j'avais la moyenne en dictée, j'avais le droit d'aller faire 10 minutes de cartes. J'ai pas eu souvent la moyenne, mais j'ai fait beaucoup de cartes. Mais ça s'est bien passé. Bon, si tu étais passionné tout petit, est-ce qu'il y a un pilote qui t'a inspiré pour débuter Non, il y a que mon père qui m'a inspiré. Je suis pas passionné moi de sport auto. Je suis pas historien du truc. Je sais pas qui a gagné les courses Ayrton Senna, Prost, tout ça. Mais super au-dessus de la tête, tu vois. Ça m'éclate pas en fait. Ce qui m'éclate, c'est le moment présent, c'est de pouvoir rouler, et c'est quelque chose qui m'a plu en fait, tout simplement. S'il m'avait mis à la motocross, je pense que ça m'aurait plu aussi. Le truc, c'est qu'il y avait un moteur, ça m'éclatait bien, et puis j'ai eu des personnes autour de moi qui ont fait aussi ça m'a intéressé. Mais en plus du sport, c'est la vie que tu mènes avec ça. Tu te dédies à ça, tu fais des sacrifices pour ça, tu fais l'école à côté. Faut faire des choix. Tu as 14 ans, c'est pas simple de faire des choix quand tu as 14 ans. C'est un peu compliqué, on te demande presque un truc impossible. C'est pourquoi je dois choisir. Pas de raison. Ça, je vais à l'école tranquille, maman elle est là, elle me fait à manger, et puis le week-end, je vais faire des courses de cartes. Et puis c'est génial en fait de se retrouver propulsé comme ça à un âge adulte, et puis ça a marché en plus. Donc
Donc voilà, tout va bien, c'était super cool. Bon, tu as commencé à 10 ans. A priori, Ouais. tu as mis le cul dans un baquet à 10 ans. Ouais. Il t'a pas fallu longtemps, hein, 4 ans pour décrocher ton premier titre de champion de France. Ouais, j'ai galéré un peu quand même. Oh, Ouais, c'est vrai quand même. non, j'ai un peu galéré. On gagnait de la Ligue et tout ça. Et j'avais un mécanicien, Vincent Talamandier, Christian Boudon, qui me faisait les moteurs, qui étaient enfin, pour moi des stars, des génies. Tu vois. Vincent, On peut le dire, des sorciers. Hein. ouais, des sorciers, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est comme ça qu'on les appelait. Vincent, il a fait le volant Elf 2 fois. Il s'est arrêté. Il a dit OK, ben, je fais plus de course. Je suis pas arrivé. Je fais 2. Et puis on s'est rencontrés sur une piste de kart et il a bien aimé ma bouille. Et il a dit bon, OK, je vais m'occuper de toi. Mais il s'est occupé un peu à la dure de moi, tu vois. Tu as toujours un peu l'impression de ne pas bien faire, mais tu évolues énormément. Donc, je gagnais beaucoup de choses, des courses en carton, tu vois, avec une boîte de paille. Et quand on se présentait au championnat de France, j'avais des capacités, je le savais, mais je m'écroulais mentalement. Donc, non, 4 ans, ça a été long. Ça a été long. Ça a été long. Mais une fois que ça a marché, par contre, après, on a ouvert. Hein. Ça s'est bien passé. Pire que le papa? Non, mon père était excellent. Mon père, c'est pas compliqué. Il a fait 2 ans avec nous. Et après, il a dit bon, ok les gars, moi je sais pas faire sur la piste, ou je sais pas accompagner, donc il s'est complètement mis à côté. Il a suivi à 200%, hein, mais il était plus présent sur la course. Je faisais juste avec Vincent, mon mécanicien et moi, et il m'a laissé faire. En fait, il m'a laissé décider et ça a marché quoi. Donc après, il a dit ok, tant pis pour moi, j'aurais pas dû faire cette option parce que c'est chiant d'être à côté, mais ça marche quoi. Donc Et du coup, tiens, c'est bien parce que t'enchaînes en 93 et là, tu remportes le championnat de France en National 1. Là, je fais cadet et nain. Je sais pas si c'était fait avant. Le cadet, en plus, c'était rigolo, c'est les enfants, mais c'était sur ma piste, c'était à Brignoles. Donc tout le monde trouvait ça normal. Et le N1, c'était à l'autre bout de la France. Tu vois. Et le N1, c'était vraiment la catégorie que j'y rêvais. Je roulais en karting, la N1, c'était avec les pontons et tout. Mec, et puis j'avais Didier André aussi dans l'équipe qui était là. Didier, c'était la référence, tu vois, champion de France, machin, quelquefois champion de France, je crois. Les jolis gants, les machins, la belle combinaison, techno, tu vois. Enfin, tu vois bien de quoi je parle, Fabrice. Hein, on est d'accord. Je fais, waouh, j'ai envie d'être pareil, quoi. Et boum, on monte dedans et je gagne. Donc là, c'était chouette, quoi. C'était chouette, c'était super chouette. Bon, du coup, tu es passé quand même jeune en monoplace, Franck. Money, l'argent, c'est toujours pareil, tu sais. Parce que je voulais faire du junior, moi. Je voulais faire du junior international. Je voulais aller rouler le karting. J'étais dans le monde du karting, donc je rêvais de karting. Et puis on poussait pour faire ça. Mais bon, il faut de l'argent, quoi. Il faut de l'argent. On n'avait pas l'argent. Moi, je me rappelle, j'allais vendre des bouteilles de vin dans mon village, puisque j'avais démarché un mec. Il me disait, moi, je te donne pas d'argent, je te donne des bouteilles de vin. Si tu veux, tu vas les vendre. À 14 ans, tu vas vendre des paquets de vin pour m'acheter des pneus. Tu vois. Ça te donne une expérience quand même. Donc, l'argent, c'est l'argent. Et la campus, c'était génial parce que ça coûtait, à l'époque, ça coûtait 140 000 francs pour faire l'année. C'est ça. Et c'est ça, hein. C'était ça, c'était 150 ou 180, je crois, dans les courses, mais ça revient à peu près à 140 000 francs. Aujourd'hui, c'est 22 000 euros. Enfin, je sais même pas si tu fais une course en Formule Renault. Ouais, puis surtout, si tu gagnais, tu rentrais dans l'école, dans la filière Elf, et derrière, on te payait la moitié de ton budget quand même. Donc, c'était ça ou rien, quoi. Donc, il n'y avait pas photo, quoi. On allait là. C'est ce que tu as fait. Ouais, on a gagné. C'est bien passé. Alors, moi, j'ai une question pour toi, Franck, de Thomas Mététal, justement. Non, je ne réponds pas. Ah D'abord, je la pose. Qui te demande si tu te rappelles de la remise des prix à Brignoles en 92. Bah, je me rappelle quand j'ai fait tomber la coupe sur le mer. Ouais. Et je me rappelle de l'orage absolument énorme qu'il y a eu derrière. Après, je me rappelle pas. Ouais, ça a l'air d'être. Ouais, ça a l'air bien ciblé. Ça. Mais Franck, moi, j'avais un autre souvenir du Brignoles. J'avais entendu une histoire d'un Nissan Patrol qui avait eu. C'est faux, ça. Non, c'était pas toi? C'était pas moi, c'est un autre mec qui a embouti le Nissan. Ah ouais, un mec, il a pris le 4x4 de mon père, il l'a embouti en bout de ligne droite, mais j'étais pas là, moi. Enfin, je me rappelle pas, en tout cas. Ça s'appelait pas PH quelque chose, non? Je sais pas. Non, je sais pas. Franchement, c'est il y a longtemps. Hein. Non, c'est bien moi qui l'ai embouti en bout de ligne droite, cette Patrol, là. Mon père, il avait acheté ça, il était dingue. Il pleuvait, et nous, on faisait les courses sur la. J'avais pas l'âge, hein. J'avais 15 ans, j'avais pris son 4x4, je faisais des tours sur la piste, et je l'ai embouti en bout de ligne droite. Je suis revenu, il pleuvait, je suis revenu, papa, il a fulminé. Il a dit, putain, on paye des courses de cartes et tout, j'achète une bagnole, tu me la pulvérise. Il avait complètement raison.
Il passé un mauvais quart d'heure, mais bon, ça s'est bien fini. Voilà. Ah, t'étais titré, donc ça allait, t'avais de quoi être excusé. Non, c'était avant. Ah, ouais. Donc après Franck Tanky, donc effectivement tu gagnes la campus quand même avec la manière. Il y avait quand même un gros niveau déjà en campus avec des Sébastien Enjolras, des Alban Martinet, certains Franck Mététal aussi qui faisait partie de la bande, des Seb Dumez, etc. C'était une belle année. Et après tu montes en Formule Renault avec une armada de filière elf, un paquet de redoublants dans l'équipe. Et là tu fais quand même meilleur rookie, tu fais 4 au championnat. Ouais, je fais 4 championnats, on gagne des courses, enfin, on gagne une course, ça se passe bien en fait. Il y a une bonne dynamique, ça fonctionne bien. Je me plais dans la voiture, je me plais dans l'équipe, je me plais avec mon AG surtout. Et j'ai cet avantage, j'ai des avantages en fait d'être le plus jeune et d'être un peu exclu du groupe filière, tu vois. Il y avait tout le groupe Angel, les Tréluyer, tout ça, Cochet, machin, tout le monde ça traînait tous ensemble ça, au Mans. Et moi, plus d'un côté, j'avais un peu j'étais plus jeune, c'est normal. J'avais un peu cette rancune, tu vois, de pas faire partie de ce groupe-là. Ce qui fait que ça me donnait vraiment la haine sur les courses, tu vois, de dire, bon, ok, y a pas de problème, les gars, moi, je fais rien avec vous, mais ça va bien se passer en course. Parce que t'es le gamin, parce que t'es un peu prétentieux, et parce que, bah voilà. Et donc, ça s'est bien passé. C'est bien passé. Ça s'est bien passé. Franchement, c'était cool. On a tous tort. T'en repartager, c'est ça, si on comprend bien? Non, ça s'est bien passé. Et donc, deuxième année de Formule Renault, manque de bol, tu fais qu'une partie de la saison avec quand même quelque chose qui va un peu, que tu vas traîner longtemps, c'est un accident au Bugatti. Bah ouais, en fait, on fait la première course, je gagne. C'était au Ricard, je crois. On fait la course Europe, je la gagne. Et après, on va. Et puis, mon rival, c'était Seb, hein, c'était Angel. Hein, c'est clair et net, on était comme ça. On avait beaucoup de respect l'un pour l'autre, mais on ne s'adressait pas spécialement la parole. Et puis, au Bugatti. Hein? C'était pas le plus bavard. Ah non, moi, je suis pas bavard. Ah non, moi, je suis bavard, moi, je parle pas. Moi. Et c'est vrai qu'au Bugatti, on part et je me rappelle encore le pré-start où je passe à gauche parce qu'on est lui, il est deuxième et moi quatrième. Tu vois, je me rappelle bien. Hein. Et je passe au gauche au start et pour lui montrer en fait que je vais doubler puisque c'est une autre écurie qui est à droite. Et au start, je fais la même chose. Il me pousse dans l'herbe, je reviens et dans le droite du Bugatti, en fait, qui passe à fond, il lâche l'axel. Je chope la roue arrière, je décolle. Je me mange le mur, mais on est à 200. Hein. J'arrache tout l'avant, je reviens sur la piste. Et là, il y a 28 furieux derrière qui arrivent. Et bon, forcément, il y en a un qui me mange les roues, enfin, qui me mange les jambes surtout. Et là, il s'ensuit greffe osseuse, 2 talons arrachés. La saison terminée, la misère, quoi, en fait. 6 mois de chaise roulante, la galère, quoi, la vraie galère. Et puis, et mentalement, t'es comment, là? Tu te revois, là, encore? Mentalement, j'ai pas trop de problème, en fait, parce que pour moi, c'est rien. J'ai la haine envers Angel, je me dis, fais chier, quoi. Mais je me rappelle de rien, en plus. J'ai plus mal, parce que je suis en plâtre, j'ai des drains partout. Mais c'est fait, tu vois, c'est terminé. Et puis pour moi, je vais rerouler, quoi. Et après, j'ai pris une bûche, par contre, c'est quelques mois après, quand je comprends que Elf me dit, de toute façon, terminé, quoi. J'aurai pas de volant l'année prochaine. Et là, je comprends qu'il y a urgence pour remonter dans la voiture, tu vois. Il y a vraiment urgence, en fait. Il faut que j'ai une caisse. Donc, on fait un pushing de malade pour remonter dans la voiture avant la fin de l'année. Je remonte, je peux pas marcher. Hein. Je suis encore en chaise roulante et béquille. J'ai un ingénieur, Olivier Bakis, qui a fait vraiment un boulot de malade. Il m'a adapté les pédales, qui m'a mis des pompes d'handicapés vraiment pour pouvoir pousser sur les freins. Ouais. Et puis on fait 3, quoi. On fait 3 la première course avec une vieille auto. On fait 3. On doit faire 3, 2, 2 et 1. Voilà. Donc on me dit, bon, ok, t'as un casse-couille, on va te donner une voiture pour les prochaines, quoi. Grosso modo, c'est ça. Tu leur as montré, quoi, qu'il fallait pas t'enterrer tout de suite. Il fallait compter sur moi, surtout. Il fallait compter sur moi. Je voulais qu'on compte sur moi. Et là, du coup, tu recontinues l'année d'après en F3. Et là, quand même, à nouveau 4 au championnat. Avec des blancs, avec des mecs un peu d'expérience, avec. Record de victoire, surtout. Avec une Martini, toute nouvelle auto. Parce qu'il y avait tout le monde roulait en Danara. On arrive avec une Martini, l'auto, personne ne connaissait. On prend le pari de rouler avec ça. Et puis j'éclate tout le monde dans mon équipe, surtout. Les Royal Serbia, tout ça. Et là, c'est quand même bonheur. Tu prends. Puis j'adorais la voiture, surtout. La F3, c'est magnifique.
Il y a du grip, il y a du latéral, t'es bien, ça va vite. Puis tu rentres vraiment dans une dimension importante, quoi. Tu commences à faire partie des vrais pilotes, entre guillemets. Et puis c'est le kiffant, quoi. T'es gamin quand même, et puis t'es là, tu te bats devant. Ouais, fait 2-3 trucs qu'Henri Pescarolo n'a pas aimé, comme me teindre les cheveux, tu vois, mais sinon, ça c'est bien. Eh oui, parce que du coup, Franck, c'est l'année d'après, 98, ça y est, tu fais double programme. Tu tapes endurance et circuit. C'est ça. Et comment ça se fait que tu as décidé de faire ce double programme? Je décide rien du tout, en fait. C'est Henri qui était à la filière, qui avait une auto. Ouais. Et qui me dit, bah tiens, je vais faire rouler au Mans. Et je te promets, quand il me dit ça, il me fait rouler avec Olivier Brouillard, lui et moi. Et moi, le Mans, presque, ça me fait un peu chier, tu vois. Je vais me faire chier à faire les courses d'endurance, tu vois. Je vais faire ma F3. Et je me retrouve au Mans et je trouve pas ça très drôle. Je trouve que c'est un peu une charrette, le truc, que ça avance pas trop, que pas trop ce qu'on y fait, tu vois. Et puis plus je roule, plus je me prends au jeu, et plus en fait je kiffe, quoi. Et rouler la nuit et tout, dans l'auto, ça commence à pousser quand même, l'auto. C'est une C36, je crois. On l'appelait l'Armor Normande. Et je sais pas ce qu'on fait au général, mais je m'en sors bien, ça se passe bien. Et puis j'ai trouvé ce chapitre sympathique. Mais à aucun moment, quand ça s'est fini, j'ai pensé à le refaire, tu vois. C'est pas du tout. Pour moi, c'était monoplace. Et du coup, ils t'ont laissé le temps de te préparer? Au Mans? Ouais. Ah ben non, j'ai roulé, basta. Hein. On a fait 2-3 allers-retours sur l'aéroport du Mans à côté, basta. Donc t'as pas roulé, c'était la première fois que tu roulais de nuit, quoi. Ah oui. Ah, et alors, par rapport à... Ah, t'allumes les phares, c'est ça. Ouais. tu regardes les barbecues au bord de la route avec les feux aussi? Le sens, ça dépend quand tu roules, bien sûr, mais c'est bien sûr. Mais ça, c'est après, là, j'étais trop jeune encore. Tu vois, t'as pas la même. Moi, je roulais avec Olivier Grouillard, ancien pilote de Formule 1, et Henri Pescarolo, la légende du Mans, tu vois. Donc, moi, je suis personne, quoi. Donc, on te dit, tu montes dans la voiture, tu roules, tu montes dans la voiture, tu roules, basta. Il n'y a pas de barbecue, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de fatigue. Tu roules, basta. Et comment était Henri avec toi? Protecteur ou Ah non, pas avec moi. Non, pas avec moi. Il était protecteur envers la voiture. C'est toutes les fois, je montais dans la voiture, j'en descendais, j'avais le même briefing. Doucement, pas les vibreurs, les vitesses, les rétrogradages, les machins. T'as envie de te dire, attends. non. Je vais rouler. C'est la méthode Le Mans, c'est ça qu'il faut faire, c'est clair et net, il faut que tu préserves ta voiture. Et on est allé au bout, donc c'était chouette. Ouais, vous finissez 15e, si je me trompe pas. Ouais, c'est loin. Hein. T'as une question, Virginie? J'ai vu que tu... Oui. Lève la main. Oui. J'ai une question. Exactement, j'ai une question de Chris Rivalin qui demande ce que ça fait de rouler à côté de Pescarolo, surtout dans les débuts. Alors pour un fan de sport auto, ça doit faire quelque chose, sincèrement. Moi, Henri, je l'ai côtoyé à la filière. Et attention, j'ai énormément de respect envers Henri Pescarolo. Mais j'estime énormément cet homme-là. C'est lui qui m'a permis de rouler au Mans. Mais pour moi, à 19 ans, là, je suis un jeune connard. Et j'ai un homme d'un certain âge, on va dire un vieux monsieur, qui est la légende du Mans, qui roule avec une auto avec laquelle il ne veut pas envoyer. Et dans laquelle, la nuit, je lui colle plus de 10 secondes. Donc, j'ai pas cette référence d'adulte, tu vois, c'est pas mon idole, j'ai du mal à comprendre en fait qui est la personne par rapport à cette course et ce que je fais là avec lui, tu vois, où est la part des choses en fait. Je me rappelle vraiment que j'ai du mal à ça. Surtout qu'avec Henri, j'ai un peu du mal à cette époque-là parce qu'en F3 j'étais un peu tête dure quoi, donc je faisais mes choix, mais je faisais comme je voulais. Et Henri, ça lui plaisait pas trop, quoi. Il fallait être dans le moule, quoi. Et moi, j'étais pas dans le moule, donc j'avais souvent des rendez-vous dans le bureau avec Henri, quand même, pour me dire que ce que je faisais, c'était pas bien. Mais bon, je claquais d'épaule et je gagnais des courses, donc. Et du coup, pour ton premier Le Mans, vous aviez les réglages de qui? D'Henri ou d'Olivier? Oh, j'en sais rien. Tu te rappelles plus? Non, on n'avait pas de réglages. Toi, c'était taquet. On a posé la caisse, je suis même pas sûr qu'on ait des réglages. L'auto était loin du compte, hein, je me rappelle. C'était vraiment, il fallait rouler pour rouler. On était là. C'était encore une autre époque, tu vois. C'était vraiment une autre époque quand même.
Et après, je crois que Le Mans a vraiment évolué très fort, quoi. C'est encore un peu l'époque des artisans qui arrivaient à faire leur propre Ouais, châssis et ouais, avec. ouais. On n'était pas nombreux autour de la voiture. Hein. C'est pas. Après, j'ai roulé avec Dame, j'ai roulé avec Chrysler. Tout de suite, ça a pris un autre aspect et en très peu de temps, tu vois. Et quand j'ai roulé avec Henry après, au Mans, où on fait deux, ça restait quand même une petite structure. C'est ça, c'est la force d'Henry. La force d'Henry, c'est ça qui est magique avec Henry. C'est que par sa passion, par sa détermination, le mec a réussi à aller chercher quand même des podiums. Il aurait dû gagner Le Mans. J'en suis très triste pour lui. Avec une toute petite équipe. C'est Pierre Gasly qui a gagné à Monza. C'est pareil, c'est la même chose. C'est une petite équipe, un mec qui fait confiance aux hommes, et on y va, les gars. Quand moi je connais Le Mans, je vous expliquais, on le fait, quoi. Donc, du coup, tu as connu Le Mans version amateur, puis professionnel, quoi. Ouais, ça. Complètement. 100%. Et du coup, t'arrives à quantifier une grosse différence quand même à l'époque? Bah, quand t'es amateur, hein. Tu sais pas ce qui se passe de l'autre côté, tu sais juste que tu te fais tourner autour, c'est tout. Hein. Ouais. Mais tu sais pas pourquoi. Hein. Après, quand t'es professionnel, tu veux pas retourner amateur, hein. Ça c'est sûr. T'as plus le même regard sur la course, t'es un peu plus sollicité à droite à gauche, quoi. La sollicitation, tu sais, tu la gères en fait. T'es dans un gros groupe, donc t'as le choix en fait. C'est à toi de décider si tu veux donner du temps aux fans ou si tu veux pas en donner. C'est vraiment personnel ça. Bien sûr, il y a des moments pour ça qui sont obligatoires. Mais après, tout le reste du temps, si tu as envie de rester dans ta bulle fermée, c'est ultra facile en fait. Et je trouve même si Le Mans, c'est un circuit où les gens sont très accessibles, c'est encore par rapport à la moto, je trouve qu'il en manque encore un peu, tu vois. Je trouve que les gens sont encore un peu timides par rapport à leurs idoles, par rapport à leurs pilotes, par rapport, tu vois. Et juste une photo, ça leur convient, tu vois. Ils vont pas passer du temps à aller venir discuter ou des choses comme ça, alors qu'il y a l'opportunité au Mans. Et quand c'est pro, ça roule tellement tout seul, quoi. T'es prêt au fait que quand t'arrives au Mans, sincèrement, tu sais ce qui va se passer, quoi. Basta. C'est prêt, ouais, quoi. C'est carré. Maintenant, Le Mans, c'est la vitrine qui va vraiment pour la gagne, quoi. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand on roulait avec Peugeot, aujourd'hui, je sais pas quelle écurie roule devant, mais quand on roulait avec Peugeot, c'était pas compliqué. On avait 3 caisses, Audi on avait 3. Au pire, tu fais 6, quoi. Au mieux, tu fais. Hein. On fait une course à 6, basta. C'est con à dire, mais c'est ça. Il n'y a pas d'autres autos qui sont capables d'aller rouler avec nous, quoi. Donc, ultra simple. Si tu ne te trompes pas et que tu fais tout carré, alors tu gagnes. Et si tu te loupes une fois, t'es derrière. C'est marche ou crève, quoi. Dans les petits détails, hein, effectivement. Et ça dure longtemps, hein, c'est 24 heures. Hein. Donc, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de monde. Tu ne peux pas te tromper, pas une fois. Si tu te trompes, même si tu es capable derrière de remonter, on l'a fait une fois avec Seb. Hein. On était premier. Il a mis la caisse dans une Porsche, il a arraché le splitter. On ne pouvait pas enlever le splitter parce qu'il y avait de la gomme qui était coincée dans la BTR. Tu vois, la vis de BTR. Et ben, les mécaniciens ne pouvaient pas le sortir. Donc, on perd 8 minutes ou 10 minutes, je sais pas, cette connerie. On sort le splitter, on remet le splitter, on repart. Et l'équipage qui est devant, c'est Genet, Wurtz et l'autre anglais, là, Brabham. Brabham, ouais. Avec les perches. Et ils sont posés, en fait. Ils sont posés. On leur met 10 secondes autour. Et putain, on a remonté. On a 8 heures de course. Bon. Donc on repart avec tu vois, le couteau ici, là. Et puis on roule vraiment vite. Donc on sait qu'on va remonter. Notre ingénieur, il nous dit, bon, c'est pas compliqué, là. À 18 heures de course, on sera bon. Et puis là, tout de suite, tu prends un warning du boss qui dit, la course, elle est figée, là. On arrête tout. Comment ça, elle est figée? Il reste 12 heures de course, on lâche rien. Puis à un moment donné, ton directeur, il vient te voir avec ton contrat, il dit en fait, c'est où t'arrêtes de faire le con, là, de remonter, ou alors ton contrat, je le déchire tout de suite et tu sors de la voiture. Bon, je vais calmer le jeu, on va finir 2, ça va être bien. Donc t'as pas droit à. Voilà, jamais. Tu te trompes une fois, tant pis, t'as laissé passer ta chance. Voilà. Et c'est pareil pour le motoriste, c'est pareil pour les pneus. Tu peux pas te tromper. Eh ouais. Donc ça, c'était ton premier Le Mans en 98. Mais entre-temps, tu fais autre chose, Fabrice. Bah oui, parce qu'en 99,
En 99, ça repart après la F3. Alors, tu fais deux de la F3 en 98, mais en 99, tu fais le pari de la 3000. Parce qu'effectivement, on va dire, dans la tête de tout pilote de monoplace, enfin voilà, tu vas aller en 3000, tu vas aller chez Dams, prendre la suite d'Olivier Panis, qui était à l'époque le je peux rien pilote. faire. Hein. C'est le seul volant en 3000 qu'on m'offre, c'est Dams qui me l'offre. Hein. Moi, je veux évoluer, mais j'ai rien en fait. Je suis en F3, j'ai bien marqué les esprits, mais j'ai rien. J'ai pas assez d'argent, j'ai rien. J'ai que dalle. Et c'est Drio qui vient me voir et qui me dit écoute, gamin, on va faire quelque chose avec toi. Je vais chercher des sous avec Elf et puis on va te mettre dans la caisse, quoi. Voilà, c'est tout. La première année, c'est bien, c'est correct. À la fin de la première année, en fait, j'ai trois offres. Une de McLaren Junior Team, une de Prost Junior Team, et une autre encore de je sais pas qui, et une de Dams, bien sûr. Et moi, je suis plutôt fidèle, en fait. Donc, je fais les tests avec toutes les écuries quand même, hein, parce que je suis malin, il faut que je regarde ce qu'ils ont dans les voitures. Et puis, je fais le test avec McLaren. D'ailleurs, je me rappelle, je me suis fait pourrir par l'équipe. Je fais le test avec Stéphane Sarrazin. C'était des tests à l'aveugle. Tu n'entends pas ta personne en radio. Mais moi, j'avais trouvé la radio dans la voiture, donc j'avais changé les canaux et j'écoutais ce qu'il mettait dans la voiture, dans la voiture de Stéphane. Donc, je connaissais les réglages de la caisse à Stéphane, qui était pilote titulaire. Bon. Donc, moi, ils m'ont pourri parce qu'à la fin, forcément, je me suis trompé. Je n'ai pas remis sur le bon canon. Donc, ils m'ont pourri parce que dans la ligne, là. Mais j'ai quand même signé avec Dams parce que, pour la deuxième année, parce que j'ai dit, allez, on fait ensemble. Puis Jean-Paul voulait vraiment que je roule avec lui. Le problème, c'est que Dams, à ce moment-là, il prend aussi le contrat General Motors avec la Cadillac. Et là, les voitures, en fait, on s'en occupe plus qu'on roule plus. Donc, et surtout, à l'époque, c'était encore la F3000 dominée, on va dire, par les teams anglais, avec l'arrivée de Nova, effectivement, Appomattox qui était passé Prost Grand Prix. Donc, effectivement, pas facile non plus avec des pilotes, finalement, avec qui tu vas côtoyer, finalement, jusqu'au port de la F1 et on va dire, dans les paddocks futurs, quoi. Donc, aussi, un niveau. Moi, je crois qu'on n'a pas été bon, c'est tout. Hein. C'est pas le niveau qui était plus haut que ça. Hein. On est rentré en 3000 avec deux débutants, David Terrien et moi. C'est une erreur déjà. Tu mets un mec qui connaît la caisse et puis un minot. Et puis on a galéré quoi, toute l'année. Et puis la deuxième année, on était en panne. Enfin, on était juste en panne. On n'a pas bossé. Quoi. On ne s'est pas donné les moyens de réussir. C'est pas la concurrence qui est bonne. Hein. Il ne faut pas penser ça parce que la concurrence, il y aura toujours un mec tout le temps, même si tu penses que tu es le cador, qui va t'en mettre une. Il faut bosser. Quoi. Si tu veux réussir, si tu veux gagner, il faut bosser. Basta. La concurrence, elle est toujours bonne. Il y a toujours un mec qui va vite. Ouais. En même temps, sur 99, tu rattaques ton deuxième Le Mans au volant d'une Lola, toujours de chez Dams. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et là, je crois que vous abandonnez. Avec un Judd, ouais, on casse. Ouais. Mais c'était bonheur le Judd. Hein. Ouais. Ça, je me rappelle, c'était le kiff. Hein. Putain, le machin, ça miaulait dans la ligne droite, je te jure, c'était un kiff. Pour les 3,40, là, ah, ça c'était bon. Je sais même pas ce qu'on a fait, mais je sais plus, même plus qui j'étais. J'étais avec Tinso, je crois. T'étais avec Manu Collard et Eric Bernard. Non. Non, excuse-moi, t'étais avec David Terrien et Tinso. Ouais, Christophe Tinso. Ouais. Bonne mémoire. Non, ça c'était rigolo. Ça avançait pas, mais c'était rigolo. Ça. Marc, en F3000, tu roulais avec Heilfeld, Jason Watt, Minassian, Ayari, Junqueira, Thomas Henk qui était chez Prost, Justin Wilson. Ouais. Sarrazin, enfin, il y a des bons. Et d'ailleurs, cette année-là, je crois que tu as fait une petite course aux États-Unis en endurance. C'est possible. Ouais, une manche à Le Mans Series, en American Le Mans Series. Avec quelle caisse? Avec la Lola, toujours de chez Dams. Ah oui, c'est vrai, on avait fait Road Atlanta, je crois. C'est ça. Ouais. On n'a pas dû marquer. Ah, je crois qu'on l'a perdu, non? On l'a perdu. Il est toujours là. Moi, je vous vois. Hein. Et donc, du coup, ça nous pousse tout. On est où là? 2000? 2000. Dans les années 2000? Il en reste, les gars. Hein. J'ai pas bouffé, moi, encore. On va y aller, t'inquiète. Fabrice, attaque la monoplace alors. Après 2000, un beau championnat de monoplace qui avait été développé à l'époque par les Espagnols. Grave. World Series Nissan. Putain, Et là, là, c'était gros kiff. Ouais, gros kiff. Parce que la 3000, franchement, ça m'a détruit. Ça m'a détruit.
J'avais pris des sponsors, je commençais à gagner un petit peu d'argent, mais à la sortie de 3000, j'avais plus rien. C'est-à-dire, je savais plus quoi faire. Il n'y avait plus rien qui s'offrait à moi. L'an 3000, c'était mort. C'était des budgets de malade. Puis, j'y croyais pas parce qu'on n'avait pas les compétences, on ne marchait pas. On ne s'était pas prouvé quoi que ce soit. Et puis, je rencontre ancienne équipe Graf qui me dit, écoute, tu peux venir et tout. On peut y aller avec Epsilon, qui roulait d'ailleurs avec Jean-Christophe Ravier, qui était leur leader. Et ils me disent, par contre, il faut un budget, quoi. Donc, en fait, ce que j'ai gagné, je le remets là-dedans, dans toute ma vie. Je remets tout là-dedans, je suis mon propre sponsor, c'est super. J'adore la course automobile. Et je pars là-dedans. Et c'était le kiff. J'ai kiffé l'auto, mais d'une force. Il y avait des jupes, il y avait du grip, ça poussait. C'était vraiment, vraiment un truc très, très sympa. Et je me suis régalé. J'ai fait une année de malade. On a tout gagné. On écoutait Pulp Fiction à bloc avant les qualifications. On a mis le bordel dans tout le... Ah, c'était magique. C'était un sentiment de liberté, de bien-être, de bonheur, de kiff. Tu as l'impression de rouler un peu à l'ancienne. Et c'était génial. C'était génial. Sans pression, c'est là que tu fais les meilleurs résultats. 3 ans de Nissan, hein, avec 3 équipes différentes en plus. Ouais. Donc, on fait 1, 2 et 1, je crois. Non? Ça doit être ça. Hein. Champion. Ouais. Là, il y avait des caïds aussi. Il y avait des Zonta, il y avait des Marc Genet, il y avait Sarrazin, Bas Landers. Scheckter, Bellitti. Scheckter, il y a du monde. Ouais. C'était chouette. Et du coup, tu continues toujours le Mans, comme quoi. Ouais. Hein. Ouais, c'est ça. Et là, tu es chez Oreca Chrysler et ton coéquipier, c'est Yannick Dalmaz et Stéphane Sarrazin. Stéphane Ortelli. Non? Non, c'est Sarrazin. Je crois que c'est Sarrazin. Ortelli, tu l'as un petit peu plus tard, je crois. Ortelli, tu l'as en 2005. Ortelli. Dalmaz Ortelli. Bon, si tu le dis, c'est que je te crois. J'ai la mémoire qui n'est pas très bonne. mais après, j'ai roulé avec Ortelli aussi. Oui, bien sûr. Avec Gounon. Tu avais Gounon et Ortelli dans la même équipe. Ah ouais, c'est ça. Sur une Audi R8. Ah, ça, c'était une galère cette année-là. On aurait tout gagné. On cassait les triangles avant dans la ligne droite. Truc de ouf. Et ouais, on a fait avec Oreca, c'était chouette. Et bon, on a monté des projets, c'était chouette avec la Chrysler, Astérix, c'était que ça. Elle était belle cette auto. Ouais. Et avec le Mopar derrière. Pas très bien. Pas très vite. Après, ça nous amène en 2002. Eh oui, 2002. Donc, vas-y, Fabrice, hein, à toi le mot de place. Là, nouveau du Nissan avec une belle équipe quand même, Racing Engineering. Avec Eric Boulier. Ouais. C'est clair. Ça, c'était chouette parce que l'équipe, en fait, elle m'appelle fin d'année 2001 ou un truc comme ça. Non, 2000, enfin, j'en sais rien. Et je monte l'équipe, en fait. Donc, j'appelle Eric et je lui dis, écoute, Eric, il faut que tu viennes avec moi. On va monter une équipe, on est full, on full budget, on fait ce qu'on veut. Et donc, je prends Eric, et Eric, donc team manager, il monte l'équipe. Et puis, ils me disent, qui tu veux en deuxième pilote? Je dis, je sais pas, proposer qui? Il dit, tu prends qui tu veux. Et donc, je suis choisi dans la liste, j'ai vu le champion en titre de Formule 3000, j'ai une petite revanche à prendre, c'était Justin Wilson, je dis, je veux lui. Et on m'a mis lui à côté, et c'était mortel, c'est éclaté. Il fait une pure saison. Le Zonta, il nous a bien donné quand même ce matin. Mais... c'est lui qui gagne en plus. Ouais. Ah ouais, c'était dur avec lui. Je te jure que c'était dur. Toi, tu fais 2 et c'est Basslander 3. Ah ouais? Ouais. Mais je l'ai battu quand même. et toujours Le Mans, là tu fais 6 sur une Dallara. Ouais. Et tu es avec Minassian et toujours Stéphane Sarrazin. Donc là, tu commences à te rapprocher du podium. J'ai déjà roulé avec Minassian et Sarrazin en même temps? Ouais, chez Oreca. T'es sûr? Certain. Ok, si t'es sûr et certain, je te crois. Écoute, je peux te dire à 90%. Je jure que je vais regarder. Voilà. Je te promets. Bon, avec 90%. Bon, du coup, ça nous arrive sur 2003. Ouais. 2003, déjà, c'est un timbal bamboula en Nissan. Tu remets tout le monde d'accord. C'est facile. Ultra facile. On a roulé sous la pluie à moitié de la saison. Et j'en collais sous la pluie, mais d'une force. On se faisait démonter à chaque course, mais putain que c'était bon. C'était vraiment très très bon ça. 9 victoires, 8 podiums quand même. Hein.
Ouais, ça c'est bien. Tu vois, ça a rattrapé la Formule 3000 là. C'est pour ça, dans le ratio. Ouais, t'avais déjà des gars qui étaient potentiellement F1, Kovailanen, Marc Géné. T'avais deux, trois Frenchies qui étaient bons, Cochet, Joanny. Je vais te raconter la petite histoire de Kovalainen. En fait, quand je suis chez Renault, on me prend en tant que quatrième pilote en me disant bon, ça va faire taire la presse française. Manque de bol, le troisième pilote qui était McNeil, je le colle quand je suis dans la voiture. Donc il y a Briator qui vient me voir et qui me dit bon, écoute, on va changer un peu ton contrat parce que t'as pas l'air trop con, toi. On va te mettre troisième pilote. Non. Je dis ok, super. On met troisième pilote et puis derrière ils me disent bon, par contre pour la Nissan, il va falloir que tu roules dans une écurie Gabor. Parce qu'il faut 2 places de libre. Parce que derrière, on va te mettre Kovalainen. Je dis, ouais, mais moi, je suis en contrat avec une autre équipe et tout. Machin. Non, on met Kovalainen à côté. Et le truc, ça m'a été dit comme ça. Hein. En 2003, on m'a dit, on te met Kovalainen à côté, tu vas le former. Parce que c'est lui qui va te remplacer après sur la F1. Donc, il était hors de question, en fait, pour Renault, qu'à aucun moment, je roule dans la voiture. Tu vois. C'était juste, je savais que mon ennemi numéro 1, en fait, j'étais en train de le former au quotidien. Et qu'en fait, on misait sur lui et non pas sur moi. Donc, c'était compliqué, tu vois. La saison, elle était pour ça aussi que ça performe aussi bien, parce qu'il était hors de question que le gamin, là, à côté, il montre quoi que ce soit, quoi. Mais bon, après, quand même, c'est lui qui a monté en F1, qui a gagné une course et tout ça. Mais il a gagné à la fin. Mais sur ce moment-là, j'avais vraiment pas envie. C'était chaud. Et du coup, cette période Renault, c'était Renault Driver Development, Briator, on sait qu'il y a eu, on va pas dire il a saqué un certain nombre de pilotes français, mais je veux dire, il a déjà eu la peau de Manu Collard en 98 en mettant Trulli à la place, en faisant des manœuvres, on va dire à l'italienne, quoi. Je veux dire. C'est le jeu, tu sais, le mec, il a plein de pouvoir. Moi, sans lui, j'aurais pas roulé en Formule 1. Mais à cause de lui, j'ai pas eu ma place en F1. Parce que quand Trulli sort et qu'il part chez Toyota, c'est ma place. Chez Renault F1, on a tout coché. C'est-à-dire qu'il fallait une victoire. Le budget qu'il donne, c'était une victoire et être troisième du championnat. On avait la victoire, on était troisième du championnat, on n'était pas rattrapable sur les 3 dernières courses. Donc, c'est moi qu'on mettait dans la voiture. Mais pour X, Y raison de micmac, machin, ils sont allés chercher Jacques Villeneuve. Jacques qui étant... Je travaille avec Jacques, hein, tout va très très bien. Mais à ce moment-là, quand il monte dans la voiture, moi j'ai 50 000 km dans les pattes, dans la Renault. Il n'y a pas photo en fait, tu vois. C'est... Voilà. Bon, ben, ça, c'est beaucoup plus vite et ça, c'est moins vite. Il fallait qu'il se mette en route dans la voiture. Mais c'était Jacques quand même. Donc, les 3 derniers Grands Prix, on les a fait faire à Jacques, 13e, 11e et 14e, je crois. Ouais, nickel. En fait, en clair, tu étais le formateur Renault, quoi. Moi, je sais pas ce que j'ai été, je me suis bien éclaté et je regrette rien. Mais voilà, c'est comme ça. C'est ce qui compte, attends, c'est l'essentiel. C'est ça. Je me suis quand même bien éclaté. On a gagné un titre de championnat du monde. Moi, je roulais toutes les semaines dans la voiture. J'ai fait des milliers de kilomètres dans la caisse. Ouais, c'est parfait, quoi. C'était très beau souvenir. Alors, la F1, c'était celle-là. Tu as connu les F1, on va dire, les plus performantes. Et les moins bonnes. C'est pas la même limonade. Hein. Moi, clairement, quand je devais rouler pour Super Aguri toute l'année, et puis avant de rouler, janvier, il me dit, Daniel Odetto me dit, écoute, je suis désolé, mais on doit mettre 2 Japonais. Pour Honda, c'est ultra important, donc je te mets pas dans la voiture et tout. Donc là, deuxième coup. Et il me rappelle parce que Yuji Ide, il fait connerie sur connerie. Donc il me dit, il faut que tu montes dans la voiture. Mais bon, ce sera pour un certain nombre de courses. On trouve un Japonais, dès qu'on trouve un Japonais, il te remplacera. Et je monte dans la voiture, et la voiture, c'était la Rose d'il y a 2 ans auparavant. Okay. Sachant que tu construis un châssis par année, tu développes. Moi, je sortais d'une usine à gaz, c'était Renault, où tu changes toutes les pièces tout le temps. Monter dans la voiture, j'avais 12 kilos de trop par rapport à la voiture de mon coéquipier. Donc, okay, j'ai déjà 5 dixièmes dans la tête avant de monter dans la voiture. Et c'était tout compliqué. Mais le but du jeu, pour moi, c'était de boucler la boucle. J'avais envie de voir un départ de Grand Prix. J'ai beaucoup roulé en essai, etc. J'étais champion du monde, machin, moi, ce truc. Mais j'avais envie de rouler, j'avais envie d'aller sur la piste, quoi. Mais j'avais pas le... Ouais, c'était pas du tout dans le même objectif que ce que ça aurait pu être un an auparavant. Tu vois, quand j'ai compris la position qu'on me donnait, je savais que c'était une chance, mais pas pour évoluer. C'était une chance pour ma vie, pour mon rêve à moi, pour moi personnellement, quoi. C'est un remerciement peut-être, un petit cadeau en forme de remerciement. Ouais, possible. Daniel Odetto qui était avant chez Renault avec moi, et un Italien aussi, qui avait une autre démarche. Et alors, quand tu as monté la première fois dans la F1, là, ça a dû te... non ?
Ah, Ça allait vite, non? première fois dans une F1, ouais. La première fois dans la Renault, ouais. La première fois dans une F1, en fait, tu t'es capable, hein, tu roules tout le temps, tu es préparé, machin, mais quand tu montes dans l'auto, en fait, le moteur va plus vite que ce que toi, tu veux aller. C'est-à-dire que tu passes pas, tu es tout le temps en rupteur, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, tu es dans le rupteur, et tu te forces, hein, à mettre des vitesses, hein, mais tu es trop lent. Ça pousse tout le temps. Et il y a un bruit de malade. C'était les V10, hein, les V8, pardon. V10, c'est V8, j'ai roulé. Ou V10, je sais plus. Mais bref, c'est un truc de ouf. Et puis, l'organisation derrière, c'est malade. Tu roules jamais avec la même voiture, jamais. Tu as tout le temps des pneus neufs, tu as tout le temps des nouvelles pièces, tu as tout le temps une batterie d'ingénieurs derrière. C'est un taf à temps plein, quoi. Et encore, toi, tu as connu la F1 encore où il n'y avait pas de limitation, que ce soit en essai privé et tout ça, donc tu pouvais te permettre de faire passer des moteurs, des trains de pneus comme tu voulais. Quoi. Bah, nous, on avait 3 camions Michelin qui venaient pour une voiture, pour 3 jours. Quand tu remets des pneus dans un camion. Ouais. Donc, puis aussi, et les moteurs aussi, tu devais en passer. Des moteurs, écoute, non, le moteur tenait la journée sans problème, mais on faisait 140 tours par jour et on passait un train tous les 5 tours. Donc, donc ça t'arrache la tête. Hein. La tête, le corps. J'ai mal. Et du coup, tu as eu une préparation physique supplémentaire? Pas trop. Non, pas trop. Pas trop? Pas plus que ça. Je m'entraînais avec le groupe Renault, mais en fait, tu roules tellement. Moi, j'étais tout le temps dans la caisse, quoi. J'allais sur un Grand Prix, je rentrais du Grand Prix, j'allais en essai. Et je repartais en Grand Prix. Entre chaque Grand Prix, on faisait 3 jours d'essai. Enfin, je faisais 3 jours d'essai. Pour développer la caisse pour le prochain Grand Prix. Donc, ouais, tu vas faire du footing, j'en faisais pas, mais tu vas faire un tour de vélo, tu vas faire une partie de squash, mais en fait, t'es tout le temps en action, quoi. T'es tout le temps dans la caisse. Et du coup, Franck, tu te reposais quand alors? Tu te reposes, tu te reposes dans les avions, tu te reposes à l'hôtel, tu te reposes. En fait, ta vie, elle est là, elle est uniquement là. Hein. Tu es dans l'avion, dans l'hôtel, tu es dédié au team, quoi. Et tu vis un rêve, et puis t'es minot, j'avais 25 ans, un truc comme ça, je veux dire, 25 ans, c'est pas pour te reposer. Hein. Ouais, mais ça fatigue aussi, tu ressens quand même une certaine fatigue à la fin de l'année, tu te dis, À la fin de l'année, ouais, à la fin de l'année, ouais, t'es content d'avoir 2 mois, tu vois. Ouais. Parce que t'es content, t'es pas content, parce que ces 2 mois-là, tu les passes sur les ordinateurs, à discuter avec les ingénieurs, techniques, machin, c'est une partie qui me plaît, mais quand tu montes pas dans la voiture, ça va vite me gaver, en fait, tu vois. J'aime beaucoup le développement, mais il faut que je sois actif dans la caisse. Sinon, il me manque un truc. Et bon, donc cette partie-là, pendant l'hiver, elle est longue. Elle est assez longue. Tandis que quand tu es dans l'auto, ouais, t'es crevé. Sincèrement, tu fais 3 jours d'essai, t'es mort gaz. T'as mal au dos, la tête, tu peux pas la tourner comme ça. Le masseur, il t'attrape, il te touche. Tu dis arrête de me toucher, en fait, j'ai mal partout. T'as les épaules, elles sont en sang. Non, ça te défonce à la tête. Mais quel kiff, quoi. Quel kiff. Donc au final, t'es plus pratique que théorie, quoi. Ouais, grave. Ouais, comme à l'école. Du coup, Franck, le job que tu as fait, je veux dire, c'est des efforts, c'est beaucoup d'investissement. Est-ce que finalement, l'équipe de Grand Prix, les pilotes de Grand Prix, confirmaient ce que toi tu validais ou ce que tu leur apportais ou les orientations Ils confirment pas. C'est comme ça, c'est ce que j'ai décidé. C'est-à-dire que j'apportais les pièces et les pneus que j'avais décidé. Alors, c'est validé par l'équipe, bien entendu. Et moi, j'avais une équipe dédiée à moi complètement. C'était l'équipe d'essai. Donc, c'est 300 personnes qui sont pour moi. J'ai une équipe de Formule 1 pour moi. Mais ce n'est pas les mêmes que la course. Donc, ça veut dire que je valide des choses. Eux, derrière, ils les valident. Mais d'un autre côté, si j'ai validé quelque chose, c'est fait, quoi. Tu n'as pas le temps de refaire. Et puis, tu amènes ça en course. Et si ton 3e pilote, il n'est pas bon, et ben en course, tu n'es pas bon. Et là, on a tout gagné. Donc, je pense que j'étais plutôt correct. J'ai une question. J'ai une petite question. Je pense pas question. J'ai une petite question de Thomas Mététal qui demande si tu t'entends bien avec Fernando Alonso. Ouais, très bien avec Fernando. Avec Fernando, je m'entends très bien. Alors, c'est vrai que quand lui, il était pilote dans la voiture et que moi, j'étais 3e pilote, on n'avait pas forcément cette relation-là parce que tu es pilote, quoi. Je travaille pour lui, et puis d'un autre côté, je peux lui prendre sa place. Et puis, c'était le leader, quoi. Donc, pas ce retour. Par contre, dès qu'on s'est séparés, on a beaucoup de respect l'un pour l'autre. Moi, j'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'il a fait. Et lui, il n'avait pas en avoir pour moi, hein, mais il m'a toujours énormément respecté par rapport à mon travail. C'est le seul mec, quand il est champion du monde, qui vient me remercier, quoi, qui me dit l'équipe F1 de course ne vient pas me dire merci.
Ils m'ont viré d'un autre côté, c'est normal. Mais Fernando vient me dire, putain, merci pour le travail cette année, sans toi, je ne serais pas arrivé. Ça fait toujours plaisir. Voilà. C'est toujours cool. Il y a un truc qui me fascine, Franck, parce que tu as quand même un gros calendrier F1 et tu arrives quand même à te taper 2 fois le Mans entre-temps, quoi. C'est une semaine. Hein. Ouais, ben, ça fait pas mal de boost. Et comment moi, justement il fallait que je fasse des courses quand même. Hein. C'est bien sûr. c'est bonheur de rouler pour un autre, mais Comment tu as pu faire la transition F1 proto? Parce que là, c'est dans un monde complètement différent sur les réglages, la balance. c'est pas très non, pas très différent. C'est pas très différent parce que le but du jeu dans une F1, c'est de créer une voiture qui soit capable d'aller vite pour 75-80 tours. Ce qui est beaucoup pour une F1. Le proto, c'est la même chose. Tu dois faire une auto qui soit capable d'aller vite pour 24 heures. À chaque fois que tu changes tes pneus, qui tiennent, etc. Donc la partie moteur, c'est les ingénieurs qui s'en démerdent, ça, puisque tu peux pas le changer. Mais tout le châssis, le moteur, les pneus, etc., c'est au pilote de travailler là-dessus. Il faut que tu aies une voiture qui soit confortable, mais efficace par rapport à ce que toi, tu as envie, par rapport au trafic, etc. Donc c'est un petit peu la même démarche de travail. Pas le même objectif, mais la même démarche. Mais toi, tu as déjà connu, là, à l'époque que tu faisais la F1, que tu faisais les 2 programmes de fond, l'endurance était déjà passée pratiquement à du sprint. Vous, les pilotes, c'était des relais sprint au final. Ouais, presque. Non, presque. Moi, le sprint, je l'ai connu avec Peugeot. Un petit peu plus tard, quoi, 2 ans après, voilà. 3 ans après. Mais c'était encore... il y a encore un petit décalage. Et puis, on n'était pas usine. Tu vois, à cette époque-là, c'est-à-dire qu'on développait pas nos pneus pour nous, etc. Et moi, la force de la F1, en fait, c'est ce qui m'a permis chez Peugeot d'être aussi efficace. C'est que j'ai travaillé énormément avec Michelin. Et donc, quand on roulait avec Peugeot, chaque fois qu'il y avait un développement pneu, c'était moi qui m'y collais, quoi. Donc c'est un kiff. Tu crées. En fait, le pneu, il change tout sur ta voiture. Hein. Si tu peux faire un châssis en bois, si tu fais venir l'équipe Michelin derrière, je te jure, ils vont te faire un truc de fou. Hein. Parce que eux c'est des. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, le développement pneumatique ou même plusieurs manufacturiers, est-ce que pour toi, c'est important d'avoir une guerre de manufacturiers? Ouais, pour moi, c'est important parce que ça peut changer la donne. Puis, ça permet surtout aux pilotes de rouler à 100%. Donc, moi, la course, c'est 100%. Enfin, c'est personnel. Hein. Pour moi, tu dois rouler à 100%. En F1, si on obligeait 5 arrêts par course, tu es obligé de t'arrêter 5 fois, tu changes tes pneus 5 fois, alors ça sera intéressant. Parce que tu roules à 200% tout le temps. L'avantage avec Le Mans, c'est que tu roules quasiment... Tu roules pas à 100%, parce que si dans ton premier tour, tu fais craquer ton pneu, tu vas faire un temps de malade dans le premier tour, mais derrière, tu vas être en galère pour ton double relais. Mais si tu fais attention un petit peu à la mise en place de ton pneu, tu en prends soin, derrière, tu peux mettre du gaz. Quoi. Et puis quand tu n'as plus d'essence, tu fais péter des temps. Quoi. Et le kiff, il est là, c'est ce développement de pneumatique. C'est ce travail humain qu'il y a avec les ingénieurs, avec les techniciens, ce retour, cette confiance, cet échange qui fait que ça fonctionne. Quoi. C'est pas juste une caisse, c'est un pilote, c'est vraiment une harmonie et c'est des gens qui travaillent ensemble et ça doit être une osmose, quoi. Ça doit être une synergie importante. Donc, quelque part, tu passes de la F1 où tu as le droit de taper dans le pneu et que vas-y, j'envoie. Et hop, tu passes au Mans et on te dit, bon, Franck, tu tapes plus dedans, tu gères. C'est ça, c'est un petit peu ça. La seule différence, c'est qu'en F1, on te dit qu'il faut que tu fasses 20-30 tours avec ton pneumatique. Mais on te fournit la possibilité d'essayer une gamme énorme de pneumatiques qui te permettront de taper dans ce pneu pendant 20 tours. Le proto, la différence, c'est que, premièrement, on ne faisait pas les tests. Quand je faisais le double programme, je ne pouvais pas faire les tests avant, ou peu. Donc, tu te retrouvais avec cette obligation ou cette petite fenêtre un peu d'inconnu. Si je tape, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais attendre, je vais en garder et je vais voir en fonction en fin du relais. Donc, tu en lâches un petit peu. Mais bon, plus tu roules, plus tu es gourmand. Hein. Donc, au bout d'un moment, tu pousses. Et tu commences à prendre un peu les vibroires, un peu les machins. Mais bon, il y a toujours une fois où tu as un de tes équipiers ou toi-même qui se fait rattraper par un truc. Quoi. Il y a une casse, il y a un problème. Et puis, tu apprends du truc. Mais c'est quand même un peu une légende, le truc que Le Mans, il faut rouler. Il faut faire attention. Ouais. Le Mans, ton feedback n'est pas le même, quoi. Ton feedback n'est pas le même à l'époque, quoi. Non, mais tu peux pas rouler à l'économie. En fait, c'est une connerie, ça. Tu lâches un peu en bout de ligne droite, mais le temps, il doit être là, quoi. Tu peux pas te permettre. Il faut que tu prennes des risques. Ils doivent être contrôlés, tes risques.
Mais quand il y a la possibilité de rouler, il faut rouler, quoi. Et puis, voilà, à toi de connaître la caisse, mais voilà, il faut une bonne connaissance de l'auto et que ça fonctionne bien. Il faut travailler. Ça t'a pas frustré, toi qui venais du sprint et où tu étais nos limites, de te restreindre un petit peu pour l'équipe, pour ton équipage? Non, Le Mans, je parlais surtout de Peugeot. Hein. Ouais. Tu te restreins pas, hein. Tu mets à fond. Hein. Tu mets à fond, à fond, à fond, à fond. Tout ce que tu peux mettre, tu le mets. Et au contraire, le fait d'être avec une équipe, là, ça te permet de pas trop poser, ça te permet d'être motivé, ça te permet d'avoir aussi un point de repère, une base de travail pour évoluer. Ce qui est important parce que moi, je n'étais pas le meilleur. Stéphane, j'ai beaucoup appris de Stéphane Sarrazin, qui avait une autre façon de conduire que moi. Mais voilà, on s'apprend. Il y en a qui sont meilleurs techniquement, il y en a qui sont meilleurs sur les pneumatiques, il y en a qui sont meilleurs sur la gestion de course. Ouais, c'est important, cette osmose-là. Et en fait, tu apprends beaucoup d'être dans un équipage. Si tu n'es pas fermé, et si tu ne reposes pas la faute sur les autres, tu apprends énormément et tu grandis beaucoup plus vite et tu es un meilleur pilote. Ouais. Et là, on va dire que tu as passé la F1, là, tu as fait Super Aguri, Toyota, Minardi, j'ai vu, tu as fait 2-3 tests pour Minardi, Force India, tu as fait la découverte de Force India, Renault, bien sûr, hein, et tout ce qui va avec. Et après, donc c'est pareil, là, tu fais Le Mans avec Pesca, on vient d'en parler. Et après, 2007 chez Toyota, là, tu fais une année d'essayeur complet, et sur 2008, tu t'exiles. Ouais, tu as envie de tenter autre chose. Ouais, j'en ai marre. J'en ai marre parce que le troisième pilote, ça commence à changer, on roule plus beaucoup. Donc chez Toyota, c'est sympa, mais à chaque fois que je monte dans la voiture, je cale Schumacher. Donc à partir du troisième Grand Prix, on me dit il faut que tu te prépares parce que tu vas certainement prendre la place de Schum, tu vois. Une fois, 2 fois, 3 fois, tu roules pas beaucoup. Et à Monaco, je sais plus où, j'ai le boss de chez Toyota qui vient me voir et qui me dit écoute, tu sais, on t'a dit que tu allais monter en Grand Prix, mais un Schumacher, ça se vire pas. Un nom comme Schumacher, on sort pas. Donc en fait, c'est mort. Et donc en fin d'année, quand ils m'ont proposé de rouler, moi je leur ai dit tout simplement ça m'intéressait pas, quoi. Parce que le métier à ce moment-là, c'était de porter un blouson les week-ends de Grand Prix. Et t'es troisième pilote, mais tu roules pas dans la voiture, donc c'est de la parade, quoi. C'est un peu comme aujourd'hui, quoi. Troisième pilote aujourd'hui en Formule 1, il fait du simulateur et puis il porte un blouson marqué Formule 1, mais pour moi il s'emmerde dans la vie. Donc je suis parti aux US. Voilà. J'ai dit tiens, tentez ça. Et c'était cool, c'était une bonne expérience. Manque de bol, le championnat s'arrête après la première course, certes. Mais Franck, je voudrais quand même revenir sur une expérience du Mans qui nous a été relatée par ton ex-coéquipier qu'on a eu en interview il y a quelques temps, c'est Eric Hellary. C'est la première, on va dire, parce que cette année-là, vous n'êtes pas passé loin avec Henri de la victoire, avec un rookie, Seb Loeb. Ouais, grave, super bon ça. Du coup, comment tu as vécu cette expérience? Comme tu disais avant, petite équipe et une osmose, un facteur accélérateur, émotion de fou, et puis des coéquipiers. Le Mans, ça se vit simplement en fait. Tu peux pas prévoir le Mans, tu peux pas supposer le Mans. C'est trop long, il y a trop de choses à gérer. Tu te concentres sur ce que tu fais, sur ton job et sur ton équipe. Tu essaies d'en enlever le plus possible à ton équipe. Tu restes à 100%. Quand tu es à 100%, quand tu es chargé partout, tu arrêtes et tu fais ton job. Et Seb, il est rentré dans l'équipe. C'était un rookie. Il s'est super bien adapté. Au début, il était en dessous. Après, il est venu dans nos temps. Et toujours avec la méthode d'Henri. Henri, c'est attention, attention, attention. Donc, tu n'as pas la pression, en fait. On ne te dit jamais tu vas pas vite. On ne dit jamais, il faut que tu en mettes un peu de ça. On te dit tout le temps, tu vas un peu trop vite. Donc, la voiture, elle marchait, on était en place, ça a fonctionné, on a fait 0 erreur, boum, on fait 2. Mais très sincèrement, ça s'est passé très simplement, très facilement. Et pour tout l'équipage, il n'y a pas eu un moment de compliqué, tu vois. On avait nos caravanes derrière, là, et voilà. Écoutez toute musique, et puis on montait dans la voiture, quoi. Basta. C'est simple que ça. Et vous faites deuxième. Et on fait 2. Le petit constructeur français qui dame le pion aux Audi. Ouais, enfin, il y en a un autre qui a gagné quand même. Hein. Rien d'aimé du tout. Ouais. Hein. C'est fait caler quand même. Hein. Ouais. Alors après, on part sur les US. Enfin, 2007, tu as été Toyota. Et après, 2008, là, c'est exil US. Ouais, d'accord.
Bon, là, tu les as calmés, je crois, non? Ouais, mais ça s'est arrêté, tu sais, donc ça sert à rien, quoi. Toujours pareil. Première course, deuxième, direct, sans connaître la voiture ni la piste. Ouais, c'était Chapeau, chouette. quoi. Il y a un Chapeau, bon quand même. ingénieur, on a bien travaillé, on a bien préparé. Et puis moi, je sortais quand même, je sortais F1, enfin, tu vois, je roulais, quoi. Donc j'avais une méthode de travail, j'ai appris une méthode de travail, et puis j'étais en confiance. Donc j'ai eu aucun mal à diriger l'équipe, même en tant que rookie. Tu sais, en tant que rookie, quand tu arrives, en général, tu te fais un peu expliquer les choses et puis tu n'oses pas trop les changer. Bah, là, les choses qui me plaisaient pas, clairement, on les a changées. Et puis je parle pas de réglage, hein, je parle d'organisation. Et boum, quoi. On fait deux, quoi. Et donc parfait, quoi. Franck, tu as connu la F1 qui est européenne. Tu as essayé la Champ Car qui est américaine. Est-ce que c'est vrai que c'est un tracteur? Ah ouais, grave. Ah oh merde. Tu oublies la comparaison Formule 1, Champ Car. Il n'y en a pas. C'est une auto qui marche à fond, qui a des chevaux. Les deux voitures sont pas pareilles. Ok, il n'y a pas d'assistance. Mais putain, c'est bon à conduire, c'est chaud. Hein, il faut des bras de camionneur. Moi, quand je suis retourné après, les années d'après, faire de l'Indy, j'avais pas de physique pour rouler dans la voiture. Clairement. Il roule avec du carrossage, du castor de malade, du camber, pardon, de fou. Et moi, j'avais pas les bras. Au bout de 2 tours, je pouvais plus tourner le volant. Les mecs, c'est des machines là-bas. Alors, c'est pas les mêmes préparations, c'est pas les mêmes machines. Mais si tu mets intrinsèquement une voiture d'IndyCar ou de Champ Car sur un circuit de Barcelone et tu prends les temps, il n'y a pas photo. Hein. Elle va se faire couper en deux, l'IndyCar ou Champ Car. La première comparaison, c'est à Austin, quand tu vois dans quel chrono par rapport à une F1. Mais c'est normal, les F1, elles sont développées chaque année, toutes les courses, tout le temps. Tu peux pas rivaliser avec ça. C'est un budget en IRL, c'est pas 400 millions. Hein. Enfin, je crois pas. Je connais pas les budgets, mais à mon avis, c'est pas ça. Bon, et quand même, la 908, elle était quand même plus facile à piloter que ta Champ Car ou... Ouais, bien plus. Ouais. Plus. Bien plus. Bien plus. C'était un cocon, notre voiture. Mais bon, c'est une voiture qui est faite pour ça aussi. Il faut que ça soit une voiture qui soit facile. Le Champ Car, c'est très violent, en fait. C'est très violent. Tu as un turbo, ça t'emmène comme ça. Les directions, elles sont lourdes. Il n'y a aucune assistance nulle part. C'est un tracteur, c'est un vrai tracteur. Hein. Mais c'est un tracteur de compète. Hein, mais les mecs qui gagnent, Simon, franchement, chapeau. Hein, Seb, pareil. C'est dur à emmener, les autos. Là, c'est... Souvent, en F1, je me plains un petit peu du fait que les mecs, c'est des athlètes. Tu vois, il faut des cardio de malade en Formule 1 parce que tu enchaînes des jets, Mais physiquement, tu vois, les mecs, ils sont tout fins, toi. Ils sont tout grammes. T'as l'impression qu'ils n'ont pas de force. En Champ Car, c'est des bonhommes. C'est des vrais bonhommes, tu vois. Les bras qui sont comme ça, quand il fait comme ça avec les 10 muscles qui sortent, moi, je les ai jamais vus. Et forcément, c'est différent. Mais c'est pas la même philosophie. C'est pas la même philosophie. Là-bas, il faut se battre. C'est la course automobile là-bas, ça doit être dur. Ça doit être dur. Chez nous, ça doit être vite. Voilà. Et t'as ressenti le public parce que tous les invités connus avant toi, ils ont dit qu'aux États-Unis, le public c'était délirant comparé à chez nous en Europe, quoi. Ah ouais, non, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Non, du tout. Non, moi je trouve qu'aux États-Unis, le public, c'est génial, hein, les mecs qui viennent te voir et tout, ils ont accès aux voitures, tout ça. Mais c'est pas le même kiff, quoi. C'est pas le même kiff. Non, moi j'aime pas trop que les mecs qui marchent sur mes ailerons et tout ça, et ils ratent avec la bière et tout ça. C'est pas mon trip en fait. C'est un peu trop kermesse. Attention, encore une fois, je ne crache pas du tout sur les États-Unis. Je trouve ça super génial. Si j'avais pu faire carrière là-bas, j'aurais été le premier à le faire. Mais c'est moins mon monde. Voilà. Le Mans, putain, mais le kiff, quoi. On va dire c'est les meilleurs spectateurs au monde, le Mans. Il n'y a pas photo. Les mecs sont respectueux, ils poussent toute la journée, toute la nuit. Ils sont là, les mecs, ils montent dans les arbres avec les drapeaux. Tu leur fais des appels de phare, ils restent pendant 3 heures. Mais c'est incroyable. Le Mans, voilà, si tu veux du public, tu vas au Mans, tu vois ce que c'est qu'un public. Voilà, point barre. Et il n'y a pas de comparaison. Ouais, en fait, sur 2008, là, tu fais aussi la nouvelle formule qui a été créée, la 1GP. Ah ouais, j'ai fait ça. Ouais. Ouais. Tu fais 4 d'ailleurs. Je fais 4 à ça. C'est vrai. Tracteur, non, à l'époque. Bah, délire, tu vois. C'était vraiment. Ça, c'était. Ouh là là. Tu peux vérifier, c'est pas Wikipédia. Alors là, j'ai pas Wikipédia, Franck. Eh ben, écoute, je suis content de le savoir, mais ça m'a pas du tout amusé. Mais pas du tout. Ça, vraiment, c'était une. Tu vois. Ouais. Une galère. Voilà.
Les pneus en bois, l'aéro en bois, tout en bois. Vaut mieux une F3 alors. C'était plus agréable. Ouais. Moi, c'était cohérent la voiture. Ça, c'était vraiment pas cohérent. Ça m'a vraiment pas amusé. Ça. Et 2008, Franck, tu signes avec Peugeot. Ça y est, là, tu es professionnel Le Mans, on va dire, si je peux me permettre. Ouais, c'était cool. Et du coup, vu qu'ils t'ont envoyé aux États-Unis aussi, parce que tu as fait des manches d'American Le Mans Series en plus. Ouais, je suis parti, j'ai bossé pour Andretti là-bas. Ouais, tout à fait. Je travaillais pour Andretti Honda. C'était chouette, on a tapé les Audi là-bas, donc j'étais content. Parce que nous, on était LMP2, c'était des LMP1, et on les a mises. Et j'étais très content sur des courses de dingue. Et je me suis vraiment éclaté là-bas. Le proto là-bas, c'est vraiment chouette. Parce que tu roules sur des circuits de malades, où la sécurité, les bosses, les trous, les machins, tu vois, tu peux en parler en briefing. Hein. Ils sont tous détaillés. Mais tous. Donc ça sert à rien et il faut que tu envoies quoi. Et c'était chouette parce que l'histoire était cool parce que Andretti était en galère avec la voiture. Ils étaient Honda officiel, mais c'était la dernière des 3 Honda qu'il y avait et ils avaient fait le meilleur résultat 8e ou un truc comme ça. Et ils me prennent et on arrive et ça marche quoi, tu vois. Moi je développe bien l'auto et on se bat devant quoi. Et je galère pour avoir la première victoire. Une fois on a failli l'avoir puis je me fais shooter par un mec c'est un mec qui roule avec une Aston Martin et qui a qu'un œil. Voilà, je m'en rappelle. Pas, tu vois. Et c'est pas une blague, c'est vrai. Et lui, vraiment, T'étais dans son angle mort. J'étais très, très énervé avec lui. Ça, c'est bien fini. Et puis après, on commence à enchaîner les victoires. Et là, vraiment, ça bastonne. Là, c'était cool. On a fait une belle saison, très belle saison. Et du coup, c'est ce qui te permet de revenir l'année d'après, un peu avec Andretti aux États-Unis. Le fait d'arriver à remontrer ton savoir technique. Ouais, c'est ça fonctionne bien avec Andretti. Du coup, on était bien liés. Moi, je voulais refaire de l'IndyCar, en fait. Je voulais rouler en IRL. Donc, on a fait des tests, on a fait des courses. Qui ne sont pas très bien passées. Mais j'ai roulé à Sonoma, j'ai roulé à Pure. Quand j'ai fait des tests à droite à gauche, quoi. Mais voilà, j'ai gardé toujours cette bonne relation avec la famille Andretti. Mais autant le proto là-bas m'a toujours plu. Je me suis toujours bien habitué. Autant j'avais un vrai problème d'adaptation avec l'IRL. C'était le championnat phare, mais je trouvais pas, je sais pas encore, même aujourd'hui, je sais, j'ai pas compris le truc. Pas en confiance avec la monoplace. Moi, j'ai pas compris le truc. Tu es en confiance, mais ça fonctionne. Ma façon de conduire, ma façon de faire n'était pas adaptée à la voiture, clairement. Et j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Donc j'ai pas. 2008, Franck, c'est premier pilote Peugeot. Chez Peugeot, tu fais 2e moment aussi. Ouais. Avec la 3e voiture qui n'a pas le bon moteur. En plus. C'est pas mal. Et comment tu as réussi à te familiariser avec un peu la culture américaine, le petit Frenchie arrivant ils sont comment quand ils vous voient y arriver, les Frenchies C'est tout. Hein. Tu n'as pas besoin d'aller parler avec eux. Hein. Si tu étais là pour faire de la course. Hein. Est-ce que tu es plus écouté au briefing que par rapport à un Américain ou Je parle pas au briefing en fait. Tu parlais pas? Non, en fait, moi, je suis remarqué, mieux c'est. Et puis encore une fois, tu arrives dans un championnat, tu veux juste les éclater, tu sais pas qui est le mec avec qui est pote avec qui, tu veux pas savoir. Enfin, moi, je voulais pas savoir. Moi, je suis dans ma tente avec mon équipe et basta, c'est ma famille et puis on touche pas à ma famille et puis le reste, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pas mon trip quoi. Je sais la fraternité IRL, c'est ça, ils sont tous très potes et tout machin. C'est pas mon trip, moi. Je sais pas trop faire ça. J'ai peu d'amis déjà dans la vie, donc c'est pas pour en faire plus sur les circuits, tu vois. Ouais, tout à fait. Et là, on arrive sur 2009. On l'a fait 2009, ouais. 2009, non, on l'a fait. Non, on n'a pas le banc. Non. Ah, bah alors, Fabrice. L'Alsace Nord ou quoi là? Et on n'a pas de questions en fait. Ah bah Virginie peut nous en relayer. Ah, peut-être se dépêcher aussi parce que Franck il doit avoir l'écro là. Ouais, non, on a il a faim. J'ai des petites questions, mais pas forcément pour tout de suite. J'ai une petite intervention quand même de Hilario Pax, qui est très ravi de t'avoir rencontré, enfin d'avoir vu ton GP à Manicourt quand même. Et tout à l'heure, on a vu. Voilà, il était ravi de t'avoir rencontré. C'est moi qui l'ai invité ou il est venu par lui-même? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va répondre pendant qu'on parle là maintenant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y était. C'est plein de monde à Manicourt. C'est cool ça.
Et j'ai également une autre petite question d'Hilario qui demandait si tu avais beaucoup de contacts avec les pilotes titulaires à l'époque ou pas du tout. Non, pas trop. Ah bah voilà. Non. Avec ceux d'aujourd'hui, un petit peu, tu vois. Ah, Mais pas plus que ça, quoi, tu vois. Enfin, les mecs, il faut pas penser que le sport automobile, c'est une grande famille de copains. Hein. C'est dans les films, les gars, c'est sur Netflix, hein, parce que c'est pas trop le cas. Hein. Ça se parle, ça discute ensemble pour des raisons de travail, comme dans une entreprise, en fait. Mais c'est tout. Si j'envoie un message à Pierre, oui, il va me répondre. Mais en fait, on s'appelle pas tous les jours pour se raconter nos vies, parce qu'on ne vit pas les mêmes vies, tout simplement. Quoi. C'est clair. Donc 2009, tu as été reparti avec Andretti. Et sur 2010, 2010 tu repars de nouveau avec une année Peugeot 100% avec un peu de Le Mans Series et ta 10e participation au Mans. Ouais. Et là, compliqué. Tu es à l'abandon. On a arrêté quand? C'est en 2011 on a fait 2011 aussi au Mans avec Peugeot ou pas? Non, on va y arriver, on est à 2010 là. On est à 2010. On est champion du monde, du coup. Ouais. Voilà. Ouais. Mais bon, sauf que c'est le championnat du monde de proto, sauf qu'il n'a pas le nom encore. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça, c'est encore toute ma vie. T'étais pas estampillé WEC. On met quelqu'un d'autre, fait un championnat du monde, il n'a pas d'appellation. T'étais pas en WEC, ouais, c'est vrai. Et ouais, on a encore perdu. Mais bon, on a perdu plein de fois. Là, on casse un moteur, là, non, en 2010. Ouais. On est pas devant. Je voulais pas descendre de la voiture, d'ailleurs. On est devant, mais on est devant. En plus, on lâche du gaz, mais partout. Oh, c'est pas compliqué avec les copains, avec Stéphane et Nico. On savait qu'on gagnait. On savait, c'était sûr et certain. Il n'y avait pas d'autre. Parce que chaque fois qu'on descendait, on se disait, putain, tu roules, toi? Je dis non. Tu roules? Non, franchement, je te jure, je roule pas. Et on était honnête, on roulait 3 secondes plus vite que la concurrence, mais on était peinard. On faisait attention à tout. On lâchait, on sauvait du carburant. On était vraiment au-dessus. Vraiment au-dessus. Et avant de prendre mon relais, on discute. Et vous savez, quand on gagnait Le Mans, elle est con cette anecdote, hein, vous allez voir, c'est con de penser ça, c'est sûr, je le ferai plus jamais. Quand tu gagnes Le Mans, tu as une montre. Oui, une Rolex. Ouais. Avant, je prends mon relais, tous les trois, bande de cons qu'on est là, on se fait, vous voyez les montres? On part, blah, moteur. Ah. J'étais dingue. Voilà, ça c'était très très dur à encaisser, très dur. La fatigue, la désillusion, comprendre que ça c'est fini, très dur. Mais bon après, c'est fini, hein, c'est comme ça. Hein. Ouais. Donc 2010, on l'a fait. 2011, Fabrice, tu vas? 2011, ça repart avec sur une Super League Formula donc pour les Girondins. Ouais. On va pas préférer Marseille. Moi j'ai pris ce qu'on m'a donné, hein, bien sûr. Moi j'aurais préféré Strasbourg. Allez Strasbourg. Le RCS. Là j'ai pris ça, c'était sympa à faire. Mais ça c'était, si je peux le dire, c'était vraiment un championnat de voleurs. Voilà, c'est pas compliqué. Il n'y avait pas de contrôle technique. Il n'y avait pas de règles. Il y a quand même un mec, une fois je fais 4, le mec il passe sur la dalle, tu sais, pour vérifier les caisses à la fin. Le contrôle technique, il mesure son fond plat. Et il lui dit, oh Gérard, pour la prochaine course, tu me mets un fond plat légal. Parce que là, il te manque 4 mm. Ouais, Marcel, prochaine course, je te mets le bon fond plat. Oh les gars, oh non, il n'est pas légal, lui. En fait, il faut porter réclamation, c'est 15 000 si tu veux porter réclamation. On a les sous? Non, bon, on ne porte pas réclamation. Voilà, c'est aussi simple que c'était ça tout le temps. Donc ça m'a vite gavé en fait ce championnat. Et puis voilà, mais c'était sympa, les voitures étaient rigolotes, il y avait des gros moteurs. Ouais, une victoire, 3 podiums, sympa quand même. Aussi. Ouais, une victoire bien volée quand même. Hein, mais... Ouais, une victoire quand même. J'ai démarré, normalement au premier tour, tu fais tous en formation. Je dis, bon, là, les gars, si vous me suivez, sinon on verra. Donc j'ai mis gaz, je sais pas, peut-être 800 mètres avant le départ. J'ai passé la ligne d'arrivée, je devais avoir déjà 10 secondes d'avance. Des lignes de départ. Et le mec, allez, départ, c'est parti. Ok. Revenez les gars, il y a 10 tours. Hein. Si je suis là, je devrais gagner. Donc c'est vrai, on a gagné. Mais bon, sans ça, je n'aurais pas gagné. Ouais, c'est une victoire.
Tu continues quand même à refaire un peu de karting en fin de saison où on te revoit à Bercy en kart électrique. Exact. C'est aussi quelque chose de nouveau, hein, parce que Bercy, tu l'avais déjà fait à l'époque avec un Aerotax Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'on est avec l'électrique là-bas. et les 4 ans, du coup, ça te fait quoi de commencer à avoir touché à tout, quoi. Du gros moteur thermique, du Judd, du Rien. Mopa, voilà, Ouais. du mazout, et là, Vraiment rien. Ça donne du temps. Hein. Si tu roules avec différentes machines, et puis tu roules avec des 2 roues, tu roules avec des 4, tu roules avec. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire partie de ce développement. Tu vois, chez Renault, j'ai développé le V8, j'ai développé le 6. Après, chez Peugeot, j'ai développé le diesel. Le kiff, il est là. C'est quand tu prends une technologie nouvelle et que on travaille sur l'évolution de cette technologie. Après, que ce soit du samplon 95 ou de l'éthanol ou du kérosène, Diesel. moi, ça me changerait en fait. Ça se conduit de la même façon. Ça me touche pas, quoi. d'accord. Et tu refais encore un peu d'endurance. Encore? Ah ouais. American Le Mans Series avec Peugeot. Ah ouais, là, on était bien, là. On a gagné 3 fois d'affilée là-bas, l'Atlanta. Ça, je suis fier de ça. Ça me plaisait là-bas. Atlanta, c'était une course, c'était génial. On a tout gagné, donc c'est pas compliqué. C'était intouchable. Chaque année, on y allait, boum, chaque année, on était une correction à tout le monde. Parfait. 2012, là, tu traverses un petit peu pour aller au pays des kangourous pour t'essayer au V8 Supercars. Ouais, c'est vrai. C'est un peu plus, C'est plus dur. lourd, des gros moteurs. Et là, quelque chose de différent finalement à tout ce que l'on connaît, nous, en Europe. Hein. Ah, c'est différent. Hein. C'est une grosse caisse. En plus, tu es invité. Tu fais partie d'un championnat où que les mecs déjà roulent déjà beaucoup. Moi, je l'ai pris vraiment comme une découverte, sans pression, sans prise de tête. Je me suis retrouvé avec l'ingénieur que j'avais au Mans en plus. Enfin, le mec, mon data ingénieur, c'était mon ingénieur là-bas. Donc, c'était très rigolo. Et puis, c'était sympa, hein, c'était rigolo. Bon, après, j'ai placardé la caisse au départ, mais les essais, c'était plutôt cool. C'est une autre ambiance. Hein. C'est des grosses autos. Moi, j'ai jamais roulé trop avec des caisses à porte. T'as du roulis partout, ça fait du bruit, il fait chaud dans la voiture, il fait super chaud, tu roules avec une clim dans le casque. C'est particulier, c'est un autre délire. C'est les Australiens. Adaptation du coup facile pour toi ou Pas le temps en fait de s'adapter. T'as une journée d'essai avec 2 pneus et tu te retrouves en course. Tu te retrouves en course avec une équipe qui joue du championnat, avec un pilote. Moi j'ai un pilote qui jouait pas grand chose, donc ça allait. Mais toi, tu sais pas trop si tu dois être en retrait, si tu dois suivre, si tu vas prendre le leadership, voilà, c'est pas trop dans quelle situation tu es, tu vois. C'est même en fonction, par rapport au réglage de l'auto, tu voudrais bien aller sur certains chemins, mais t'as pas le temps de les explorer, quoi. Donc tu te bases sur ce que l'équipe sait et tu fais en fonction de ce que l'équipe sait, quoi. C'est le but, il est là, quoi. et tu roules, tu te tais quoi. Ouais, en fait, t'as plus à gagner à faire ça. Plus à gagner à te taire et bien écouter ce qui se dit et ce qui se fait que d'ouvrir ta gueule pour essayer de changer les règles, quoi. C'est clair. Et là, du coup, tu refais du proto, mais avec une Hawk, parce qu'un rouleau. Donc, effectivement, t'es passé du top team, méga top team, avec l'Armada, avec tout, le catering, les petits fours et tout, et tu reviens à une part de tes premiers amours, mais tu redescends quelques niveaux. Ouais, c'était assez dur quand même. C'était assez dur. L'auto c'était une toute petite P1, quoi. Toute petite P1, qui était là juste pour finir, pour être là. Et ouais, c'était compliqué. Cette course-là était un peu dure. Puis te retrouver au Mans, tu sais, avec tes coéquipiers, ils sont là, Toy, les machins. En fait, ça te monte vite. Ouais, elles te viennent vite là et elles sont difficiles à enlever, tu vois. T'as beau sourire et dire super, tu fais le Mans. C'est compliqué. C'est un petit peu amer, quoi. Ouais, c'est compliqué à faire. Ça, c'est très compliqué à faire.
Et en plus, pas c'est un une bonne idée. 2012, Franck, ça y est, on va dire, si tu me permets, t'attaques la reconversion, tu commences à faire tes débuts en tant que consultant Ouais. TV. Ouais, Thomas Sénécal qui me propose de faire ça. Ouais. Je dis pourquoi pas, ça peut être sympathique. Et puis ça m'a plu en fait. Bon, au début c'est compliqué, mais ça me plaît bien, c'est plutôt sympa. J'ai un très bon retour des gens, donc c'est agréable. J'ai l'impression d'apporter quelque chose. Et quand tu as cette impression-là, bah, c'est toujours agréable. Tu vois, tu fais partie de faire aimer la F1, de faire aimer ce que tu aimes, tu vois. Donc tu aides à ça. Donc ça, j'aime bien. C'était dans ta tête ou c'est l'opportunité qui t'a fait que. Non, j'ai rien dans la tête. Je sais pas Non, ce mais, que je vais faire demain. ce que je veux dire, c'était, tu dis, bon, qu'est-ce que je fais cette année 2012? Non, je sais pas. Non, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Je suis très au jour le jour, moi. Donc, prévoir, réconversion, le truc, le bidule, le machin, c'est pas trop dans mon ADN. T'es au jour le jour, quoi. 100%. 100%. Bon, Fabrice, on va se dépêcher parce que je pense que Franck, Ouais, il doit avoir les gros. On va se Ah, dépêcher, vous voulez, hein. mais t'avais quand même failli refaire Le Mans à l'époque avec une équipe en P2. C'était l'équipe d'un de tes ex-équipiers. C'est Ouais. Seb de Brassing qui, Ouais, exact. qui avait monté un programme P2 et tu devais faire partie de l'équipe. Finalement, ça n'a pas abouti. Est-ce que du coup, qu'est-ce qui fait qu'ils ont fait un choix différent, ou est-ce que c'est toi qui as dit à un moment donné C'est pas vrai. Moi, je voulais rerouler, je voulais le refaire en P2, ça m'intéressait. Ça s'est pas fait, je devais le refaire aussi cette année. Potentiellement, mais en fait, on avait un projet commun avec Nico Mination pour rouler, pour faire une équipe un peu old school, un peu cyclé Canal, un peu, tu vois, qui aurait été mortel avec IDEC. Ça s'est pas fait. Mais bon, voilà, si l'opportunité on y travaille toujours. Moi, le Mans, j'aimerais bien le refaire. Ça serait un truc. Ouais. T'as 12 participations, on parlait de la 13e, et avant qu'on démarre l'émission, j'ai failli dire la 13e, ça va être la prochaine qui va arriver. Donc Peut-être, ça me plairait bien. Ça me plairait bien dans d'autres circonstances, d'une autre façon, mais ça me plairait bien. J'aimerais bien y retourner pour revivre ça. Mais ouais, d'une façon un peu différente, certainement. On verra. On y travaille. C'est encore envisageable? Tu te sens encore l'agnac d'y aller? Ah, l'ANIAC, oui. Il faut, ouais, c'est toujours pareil. Si tu mets un programme, je vais déplacer des montagnes, il n'y a aucun problème. Et plus sur du LMP2, du P2, quoi. Ouais, j'ai pas ma place en paire. J'ai absolument pas ma place en paire. Il y a des jeunes qui vont bien plus vite que moi, à qui c'est le moment de rouler. Moi, le but du jeu, c'est de rouler aujourd'hui avec un P2, avec. Tu vois, un mec, moi, j'aimerais beaucoup faire un équipage Margot Lafitte, Julien Febron. Ça, c'est absolument mortel parce que je sais qu'avec du travail en amont, on peut faire vraiment quelque chose d'exceptionnel. On peut faire une belle image de ce truc-là avec Canal, par exemple, ou un truc comme ça. Et on pourrait vraiment retransmettre et montrer une autre image des 24 heures du Mans, tout en étant performant, parce que je suis certain qu'on peut être performant. Parce que Margot a un beau passé aussi, et Julien, il s'est lancé un peu dans la compétition, ça fait 3-4 ans. Donc, Julien roule très bien. Julien roule très bien. Tu peux le prendre en coach, quoi. Tu peux le coacher. Ouais, clairement. Le but du jeu, il est un peu là. C'est d'abord ton expérience. Vous roulez un petit peu tous les trois, des fois, sur les circuits? On fait un peu de karting. Ouais. Faites un peu J'ai fait un peu de drift avec Julien. J'ai fait 2-3 conneries quand même. Si. Ouais. Bon, et Fabrice, on va faire 2000. Franck a fait un petit peu de Formule E aussi. Ouais. Chez Andretti. Comme quoi. Andretti, on fait l'année. On démarre. C'est bien. Oh, Formule E, c'était pas l'auto qui m'a le plus éclaté. Parce que c'est une petite auto. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de grip, il n'y a rien. Mais par contre, le délire, c'est de mettre des pilotes ultra professionnels dans des kartings de location plus, tu vois. Et en fait, tu te tires une grosse bourre. C'est juste ça. Tu te fais un kiff dans l'auto qui est assez exceptionnel parce que tu as vraiment l'impression d'être en sécurité, parce que c'est facile, parce que il n'y a pas trop de puissance, parce que tu n'as pas peur. Tu roules à 280-200, tu vois. Donc, tu es habitué à rouler à 340. Tu es plutôt tranquille. C'est pas physique, donc tu n'as pas l'épuisement non plus qui arrive. C'est assez court. Et l'ambiance est quand même mortelle, quoi. Donc c'était sympa. On fait la première course. Après, je fais des conneries, et puis après, ça s'arrête, quoi. Et après, c'est là que tu reprends ton rôle de consultant à plein temps, quoi. C'est ça. Et comment ça fait? Tiens, Franck, tu es consultant maintenant.
Ça fait pas bizarre de te retrouver sur le circus Formula One sans être pilote, sans être acteur, juste 42 ans. Heureusement que je suis plus dans la voiture, tu vois. Ouais, non mais non, pote, je suis champion du monde 20 fois. T'as pas les vieux démons qui peuvent ressurgir? Non, très sincèrement, je sais où est ma place. Tu vois, je me prends pas pour un autre, donc j'ai aucun problème avec ça. Quand je vois les Porsche rouler de temps en temps, ouais, la dernière fois que je discutais avec Philippe Almeras, je disais putain, vous faites plus des pilotes invités, tu vois, sur une course, pour faire un trip sur une course et t'amuser. Mais c'est tout, quoi. Tu sais, pour être pilote à temps plein, pour faire une carrière, pour travailler, pour faire une saison, c'est beaucoup d'engagement. C'est d'engagement personnel, c'est du travail, c'est beaucoup de sacrifices. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de repas avec les potes, il n'y a pas tout ça. Tu peux pas passer ton temps à ça puisque tu passes ton temps avec l'écurie. Aujourd'hui, j'ai plus l'envie de faire ces choses-là. Je les ai faites pendant longtemps. Aujourd'hui, je suis bien avec ma femme, je suis bien quand je vois ma fille. C'est très bien tout ça. J'ai une belle vie avant, j'en fais une belle maintenant. Et je suis content. Au contraire, je trouve que j'ai la chance de pouvoir en faire deux des vies dans une. Donc, du coup, tu comprends d'autant plus la décision de Nico Rosberg de se dire voilà, maintenant, j'arrête le bordel et je fais autre chose. Je trouve que c'était un peu prématuré pour Nico. Il aurait pu aller un peu plus loin et expérimenter autre chose, tu vois. Mais quand tu touches au Graal, tu peux te permettre de redescendre et faire autre chose derrière, tu vois. Il n'y a pas de mal à ça. Ça sert à rien. Enfin, partir en haut ou partir en bas, ça ne change rien. Je pense que Nico, il aurait pu. Ouais, question Virginie, vas-y. Oui, j'ai beaucoup de questions en fait, parce que souvent ils reparlent de karting, de voiture. Et en fait, la plupart des personnes veulent savoir où tu vas sur les pistes, où on peut te rencontrer. Ah Il y en a beaucoup, hein, Sébastien, Julien Rouget. Je sais pas, je sais pas, t'as des pistes de karting dans je suis pas beaucoup de karting en ce moment, hein, je vous le dis. On peut me rencontrer au supermarché souvent. Carrefour, Leclerc. Ouais, Super U, tout ça, quoi, c'est la classe. Et non, par contre, sur tous les circuits d'F1, bien sûr, là c'est facile, mais c'est vrai qu'on fait pas beaucoup de karting. Je viens de déménager en plus, donc voilà, il faut que je cherche un peu mes plans dans le coin de la Bretagne là pour l'instant. Mais du coup, quand tu sors ton plan en Alsace, je me souviens d'une journée karting où j'étais venu te voir. Et il y avait un peu un challenge ce jour-là, c'était qui le plus vite? Parce que Alain H n'a pas voulu me donner la réponse. Mais moi, j'ai pas eu les chronos. Ce qui est sûr, c'est que Marie H, elle roulait quand même plutôt fort, mais qu'à chaque fois que je lui mettais les roues dans le ponton, ça l'énervait, tu vois. Donc, si on peut pas le faire. Là, je crois qu'elle m'avait battu, bien sûr qu'elle m'avait battu. Ça l'a pris. Elle n'était pas au point, elle n'est pas passée à la balance. Et on est d'accord. Et elle avait un gros moteur. Et voilà. Quand t'as perdu, tu peux trouver toutes les occasions du monde. Hein. T'as perdu, c'est tout. J'ai une question aussi de Thomas Mettetal. Il nous demande si tu as eu l'occasion, quand tu étais chez Peugeot, de tester la 908 hybride. Non. Non? Non. Non, j'ai pas roulé avec ça. Ou très peu. Ok. Et est-ce que M. Franck Montagny se verrait un jour coach d'un pilote? Ouais, avec plaisir. Ouais. Ça, c'est un truc qui me botterait. Mais, mais voilà, c'est un truc qui me botterait. Ouais. C'est dans tes projets, ça? Futur, on va dire? C'est possible. C'est possible. Possible. Je trouve la personne qui me fasse vibrer. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait, monsieur Franck Montagny, sur 2020? Il a des projets, hormis la F1? On est quoi? On est en 2020 là, aujourd'hui, ça? Ouais. Jusqu'à la fin d'année, tu as des petits trucs. Je vais finir la saison F1 déjà. Ouais. Ça se passe bien. Ça va nous emmener jusqu'en quoi? Jusqu'en novembre. Ouais. Donc ça fait déjà dans 2-3 mois. Ça fait déjà tu vois, c'est déjà loin pour moi. C'est déjà loin. Sur 2021, on va te revoir. Mon ami, si je le savais. C'est vrai. Toi, t'es plus le jour le jour. Hein. On va essayer de continuer à se faire plaisir sur les Grands Prix, ça c'est sûr, d'essayer de nous faire plaisir sur les Grands Prix. Et puis on va essayer de jeter 2-3 trucs dans les tiroirs. On va voir si ça va au bout. Ok. Et Franck, tu peux nous donner ton avis sur le championnat de F1 actuel? Je pense que si vous misez sur Hamilton champion du monde, vous ne perdez pas trop d'argent. Ouais. Mais du coup, pour Monza, tu aurais parié sur Gasly? Qui aurait parié sur Gasly? Je crois qu'il y a un mec en Finlande qui a mis 20 cents. Et il a gagné 30 000 ou un truc comme ça. J'ai lu ça dans les
Mais non, bien sûr que non, mais c'est magnifique. La F1 c'est comme ça qu'on a envie de l'avoir, bien entendu. Mais la F1, c'est la F1. Il y a un pilote qui est absolument fantastique aujourd'hui, c'est Lewis Hamilton, qui fait tout parfaitement bien. Une équipe qui est d'anthologie, c'est Mercedes, et qui laisse des miettes aux autres. Mais ça va tourner, ça va évoluer, ça va changer. Qui pensait que Ferrari serait autant dans la dèche cette année? Personne. Donc, c'est jamais. Enfin, quand on est passionné, de toute façon, c'est comme ça. Regarde, les supporters de Marseille, ils sont toujours supporters de Marseille, ils sont toujours aussi nombreux, et pourtant, en ce moment, ça va pas super bien, tu vois. Donc, tout à fait. là, ça change. Espérons que 2021 en F1 sera un petit peu plus palpitant. On verra. Suivez-nous sur Canal et vous saurez. On le saura. Ça, il n'y a pas de problème, Franck. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce qu'on va essayer quand même Franck. Moi, j'en avais Fabrice, une tu as de d'autres Guillaume. trucs à poser à Franck? Non, moi c'est bon, on a passé un certain nombre de... Ouais, moi j'en ai une de Guillaume parce que je t'ai quand même apporté sa question. Est-ce que tu peux donner ton avis vis-à-vis de Théo Pourchaire en F3 ce que tu penses de ses perfs? C'est très bien, Théo. Théo, c'est très bien. Il est bien entouré. Il est surtout dans une bonne équipe. Je connais Sébastien Philippe très bien pour pouvoir prendre soin de ce pilote-là. Il est très jeune. Donc attention, quand on est jeune, on peut faire des conneries. Il faut bien être entouré. Il faut être concentré. Je pense qu'il a la tête sur les épaules. Entourage familial, ça a l'air d'aller. Je pense que le gamin, il peut aller très loin, très bien. Pour l'instant, il gagne tout. Il y a forcément un moment donné où ça va se compliquer un peu, où il y aura ce sera plus dur. Mais il faut bosser. Pour l'instant, c'est un pilote qui travaille physiquement, qui travaille dans l'équipe, qui reste avec l'équipe. Donc, pour l'instant, il coche toutes les cases. Je ne sais pas s'il aura l'opportunité dans la F2 tout de suite, c'est peut-être bien. L'année, elle va être difficile, parce qu'il va finir certainement sur le podium ou enfin, la finalité, c'est pas très importante, à moins qu'il gagne. Mais en 2, 3, 4, 5, c'est pareil, parce que l'année, elle est faite. Après, est-ce qu'il va passer directement en F2? Est-ce qu'il a un vol en F2? La difficulté, elle est là. C'est qu'est-ce qu'il va faire? S'il repart en F3, il faut tout qu'il éclate en F3 pour passer en F2 et tout éclate en F2. Ou il faut qu'il passe en F2 maintenant. 1 an plus 1 an, c'est à voir. Mais de toute façon, les années, là, c'est maintenant qu'elles vont se décider. Là, il a montré qu'il a mis de la lumière sur lui, mais elle n'est pas importante, cette lumière. Il faut vraiment penser, là, il faut qu'il pense à long terme, parce que l'important, c'est la F2. Et il faut exploser la F2 quand on arrive en F2. Donc, si on veut rentrer en F1, de toute façon, il n'y a pas deux solutions. Si on rentre en F2, on explose le championnat et on a son ticket pour la F1. Il a le potentiel F1 pour toi? Ouais. Cool. Il a le potentiel F1. Il est jeune, il a des sous, ça peut marcher. Donc pour toi, un Mick Schumacher, aujourd'hui, il n'écrase pas suffisamment la concurrence en F2 pour mériter une place l'année prochaine? S'il a une place, ce sera peut-être chez Alfa Romeo pour faire rire, pour faire plaisir à Ferrari, enfin j'en sais rien. Mais ça sera du business. Là, son coéquipier Schwarzman est en train d'éclater. Ouais. Sa première année, il n'y a pas photo. Hein, je veux dire, c'est comme les mathématiques. Hein. C'est simple. Voilà. C'est clair. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Allez, 2 questions et on stoppe. Virginie, sélectionne les 2 meilleurs et après on n'embête plus Franck. Alors, quel a été pour toi le pilote avec qui tu as eu le plus d'attachement, tu as été le plus proche? C'est une question de Magali. Le pilote avec qui j'ai été le plus proche? Non, je dirais Stéphane et Nicolas. Stéphane et Nicolas Minassian, parce que franchement, on a passé une très très bonne année tous les trois à emmerder tout le monde. Et c'était avec les 2 vieux et puis me laisser faire gamin, donc c'était bien. On a vraiment kiffé tous les 3, c'était chouette. On n'a pas gagné malheureusement, mais c'était chouette. Et également une question de Marion Montagnard, à savoir si tu as prévu un retour au Mans prochainement. Et ben, ça dépend. Si Marion est à un volant, je suis prêt. Bon, bah Marion, bonne chance. J'aimerais bien. On va essayer d'y travailler un peu. Voilà mes 2 questions. Merci. Allez, bon, j'en ai 2 autres, mais je ne sais pas si tu auras le temps, Franck. Penses-tu de l'annonce de Perez? As-tu crié? Pierre a accéléré? Voilà. On a fini. Franck, on a une tradition. C'est toi qui as le mot de la fin de l'émission. Eh ben, c'est toi qui vas conclure. Je suis content de partager des choses avec vous. Continuez à être fan de Formule 1, s'il vous plaît, c'est mon job. Donc c'est important. Hein, prenez votre abonnement. Ne prenez pas de streaming, surtout. Quand vous pourrez aller sur les circuits, allez sur les circuits. On aime avoir les spectateurs. Pour les pilotes, c'est important, même si souvent on ne vous fait pas partager. C'est ultra important. D'accord. Super. Fabrice? Super. Bah écoute, super échange avec Franck. Encore une fois, sans filtre, et je pense que il a peut-être certainement dit plus que ce que l'on pensait, ou plus que ce que certains fans voyaient aujourd'hui du monde du sport auto, du monde de la F1. Donc vraiment, Franck, merci pour ta franchise, ton honnêteté, savoir dire quand on est bon, quand on est très bon, et quand parfois on n'a pas été bon.
Et également, merci pour tes commentaires de la F1 et tout ce que tu fais transpirer à travers tes commentaires et avec tes acolytes sur le Paddock Circus. Donc, merci vraiment de nous retransmettre toutes ces choses-là, toutes les exclusivités que tu nous fais partager sur les antennes de Canal+. Donc, c'est vraiment important pour le sport auto et je te rejoins également dans le fait de venir sur les Grands Prix, de venir approcher les voitures, que ce soit sur les Grands Prix, sur les essais hivernaux. Vraiment, venez approcher à la F1, venez la sentir. Et ça change quand même par rapport à ce que l'on voit à la télé et ce que l'on fait, ce que l'on se fait comme image par rapport à la position dans son canapé. Il faut vraiment venir. C'est clair. Alban. Oui, ça parle beaucoup à l'Alsacien, Franck. Hein. Putain. moi, si je peux qualifier un mot Franck, rock'n'roll. J'adore le personnage. Change pas, Franck. Merci. Continue à faire tes tours de Franck, continue à pas avoir la langue de bois F1. T'es rock'n'roll, j'adore. T'es voilà. Comme t'es. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Olé. De quoi Virginie, non, bon, Franck, à bientôt. Merci beaucoup. Au plaisir de t'avoir eu sur le plateau pour nous partager tes expériences Le Mans et un petit peu de la F1. Merci beaucoup, Franck. Merci. Bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir.